Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Pushlap, un épisode hors série où l'on reçoit pour la première fois un pilote dans l'histoire de Pushlap. Très heureux d'accueillir l'un des plus gros espoirs du sport auto français. Il est champion de France F4, vainqueur de course en FRECA et surtout désormais pilote de la très réputée Williams Racing Driver Academy. Un parcours d'autant plus incroyable puisqu'il y a un an, il n'était même pas sûr de pouvoir continuer sa carrière. Aujourd'hui, il est en F3, surtout après une première saison en 2025 où il a signé des podiums tout en tapant à la porte de la F2 et confirme surtout un talent, une lucidité et une maturité à l'âge seulement de 19 ans. Très heureux d'accueillir Alessandro Giusti. Vous allez découvrir dans cet épisode son histoire, ses origines et comment est venue sa passion pour le sport auto et surtout son ambition assumée, claire, nette et précise vers la Formule 1. Maintenant, place à l'épisode avec Alessandro Giusti. Vous allez certainement vous régaler. Bon épisode. Il est là, il est avec nous. Comment ça va, Sandro ? Ça va et toi ? Déjà merci de m'inviter ici, c'est super sympa. Super déco, donc voilà. Bah j'ai pas mis de Williams, j'ai pas mis... Dommage. T'as une petite F3, est-ce que t'as parfait. pas une petite F3 à... Non, malheureusement, il n'y a pas encore, j'aimerais bien. On te reçoit parce que t'as vécu une première saison de F3 absolument passionnante. Et dans le même temps, t'as une carrière qui est déjà bien rondement menée, on va dire ça ainsi. Mais il y a beaucoup de choses à dire jusqu'à la F3 quand même. Donc, ça fait bientôt 10 ans que j'ai commencé sport auto, donc voilà, ça commence à faire trajet. Ouais. Voilà. Ouais, on va parler un peu de toi, tes origines. Notamment, il y a plein de petites anecdotes autour de toi, ta personnalité, ton parcours jusqu'à la F3 bien sûr, mais surtout la saison vient de se terminer de Formule 1. Hein, donc, curieux d'avoir ton avis par rapport à cette bataille Norris, Verstappen et bien sûr Piastri. Tiens. Ouais, c'est sûr, c'était. Maintenant c'est fini, ça va être calme l'hiver pour tout le monde, donc Plus, nous, on a fini il y a longtemps quand même. Hein. Ouais, c'est-à-dire la F3 ça s'est fini à Monza. Ouais. Donc t'as Début eu septembre. Ouais, t'as eu des essais. On a eu des essais en octobre, mais Ouais. depuis voilà, ça se calme, plus préparation physique, mentale et pour reprendre l'année prochaine en pleine forme. Ouais, c'est clair. Commençons un petit peu dans le vif du sujet directement, je vais pas casser tout le plateau quand même. Avant de partir, forcément, j'imagine que t'es dans cette quête de la Formule 1, c'est un but ultime, j'imagine, bien sûr. Il y a une passion du sport auto qui est forcément là, c'est parti d'où un petit peu tout ça ? Il y a plusieurs éléments déclencheurs, on va dire. Déjà, quand j'étais petit, j'ai toujours bien aimé les voitures. J'ai regardé Cars comme beaucoup d'enfants Mais toi à mon aussi, âge. genre... Ouais, je pense que ma génération a beaucoup regardé Cars. Ouais. Et moi je m'en souviens pas, mais mon père me disait que je regardais 3 fois par jour. Enfin même ma mère elle me disait tout le temps. C'était Cars tout le temps, en boucle. Et j'ai vraiment kiffé Cars. Donc ça c'était les premiers, on va dire, éléments que j'aimais bien les voitures. Et après ça a été assez calme. Je me suis dirigé vers le basket et le tennis. Même un peu de foot. Basket aussi ? Ouais, basket, parce que mon père a fait presque 20 ans de basket, je crois. Ok. Donc lui, il m'a direct mis au basket. Ça coûtait moins cher. Donc pour lui, c'était mieux. Et au final, quand on est rentré de vacances, donc c'était en octobre de mémoire. Ouais. Et je rentrais de vacances donc, en Sologne. C'était à Center Park, exactement. Et je rentre et on croise la piste de Salbris. Et mon père, il connaissait un peu de cartes aussi, mais vraiment de loisirs. Et donc il me dit je lui dis il y a du karting machin et il dit on y va, let's go. T'avais jamais forcément eu non, un truc parce où tu t'es dit, j'ai envie de faire du karting avant, tiens. Non, parce que pour moi la F1 ça existait, ok, mais rien de spécial. Genre, je me souviens que quand mon père regardait les grands prix dimanche, ça me saoulait parce que je voulais qu'il vienne jouer avec moi au foot ou au basket juste après, mais donc voilà, on y va. Et là, d'un coup, vraiment, gros kiff, j'adore, je m'en souviens, c'était sur le circuit de Salbris avec des quarts de lock, direct dans le coup, et je m'en souviens après, j'étais en mode, j'ai trop envie d'en refaire, machin, des pistes et tout, j'ai cherché des pistes à côté de chez moi, machin, et mon père m'a pas forcément remis dessus direct, et voilà, il voulait être sûr que j'aimais vraiment ça, je pense. C'est un investissement, vu les coups et tout. Et donc, au bout de 8-9 mois quand même, et puis je l'ai harcelé, mais vraiment pendant, de ouf, pour qu'on y aille, et il craque, il m'emmène à Vissou. Ouais, c'est à côté, c'est en Ile-de-France. Ouais, voilà, c'est à Vissou, donc à 15 minutes de chez moi. Et donc c'est là où je remets la première fois les fesses dans un karting depuis Salbris, donc la deuxième fois de ma vie. Et là, j'accroche vraiment, gros kiff aussi. En plus, t'es pas loin de chez moi et on regarde un peu l'école de pilotage, machin. Il y avait un truc, c'était tous les premiers dimanches du mois à 8h, je crois, jusqu'à 11h. Attends, ça veut dire que t'avais moins de 10 ans
à peu près Ouais, 10 ans. j'avais. Et ça veut dire que les dimanches 9 ans, matins, ouais. t'as la foi, donc ça veut dire vraiment déjà une vraie passion pour te Ouais. dire, ah, putain, toute la journée, enfin toute la semaine, je suis à l'école et Ouais. je vais me lever de nouveau très très tôt un Ouais, dimanche ouais, matin. ouais. Quoi. Après, quand j'étais petit, je me levais assez tôt déjà. Mhm. Donc c'était pas vraiment Bravo, dérangeant. Ouais. Et non, en plus, on était beaucoup. Hein, je m'en souviens, c'était quand même. Il y avait pas mal de succès à cette école. Et ouais, on était 20 à 25 peut-être, hein, quand Ouais. même. Hein. Et puis c'était plus une partie, on va dire, une première heure avec vraiment des cours. Ouais. Où genre on essayait des trucs, comment prendre des bonnes trajectoires. Parce qu'on est petit à 8 ans, expliquer une On passe de trajectoire, tout, un ouais. freinage. Ouais, voilà, c'est quand même Mais long, on va dire. T'avais une. Tu te sentais. Alors, tout le respect pour les autres pilotes mais, qui étaient avec toi, mais tu te sentais plus intelligent qu'eux, t'apprenais peut-être plus vite. Je sais pas si c'était plus intelligent sur le moment, mais c'était juste, bon, j'étais à l'aise. Ouais. Et bah, je m'en souviens des résultats, mais bon, quand j'avais fait direct ma première session de cartes, Ouais. j'avais fait 3. Ouais, ce karting de location, Ouais, il n'y avait bien pas un sûr, niveau ouais. exceptionnel, mais direct dans le coup, on va dire, de ouf, Ouais. comment freiner, tout ça. Pas peur de la vitesse déjà. Et du coup, je m'en souviens, première école, donc première session, c'était assez dur, voilà. Mhm. Parce que voilà, j'avais aucune base. Et puis dès la deuxième session, j'avais limite, on va dire, après la première session, pas travailler, mais c'est penser et tout. Ouais. Et du Tu coup, commençais à avoir dès une que je suis arrivé- réflexion ouais, de voilà. course. Ouais. Dès que je suis arrivé deuxième session, vraiment dans le coup, et là je me battais direct pour podium et trucs comme ça, et puis après vite victoire dans cette école. Et donc au bout d'un moment, il y a un mécanicien justement de ce karting qui est venu nous voir et qui nous a dit bah là faut passer en karting. Ça a rien de rester 10 ans et Oui, gagner en toutes les loc, courses ouais, bien sûr, en ouais. karting de location voilà, à l'école. Et donc il nous a dit voilà, j'ai le contact, moi, parce que lui il bossait aussi en extra dans une équipe de compétition, Mhm. donc Ouais. ça s'appelait KPR, Kart Racing. Et donc moi il me dit bah va faire un test, machin. On fait le test, ça se passe très bien, et puis c'est là où vraiment ça part, et mon père dit bon bah on y va, let's go, et on commence justement les championnats de France l'année suivante. Et avant de passer en karting forcément de compétition, Mhm. la question va forcément dans ce sens-là, c'est sur l'argent. Tu es dans Ouais. un environnement familial, il me semble, classe moyenne. Ouais, On va dire de ça. Comment ta famille, à un moment, se dit bon, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on s'engage dans cette voie? Bah, c'est pour ça que moi, mon père a toujours hésité, parce que le moment où vraiment on s'est décidé déjà de y aller en karting de compétition, c'était, on va dire, c'est pas juin, Ouais. donc c'était juin 2017. Et le moment où on s'est dit vraiment, oula, c'était sûr, on y va, limite on signe, s'il n'y a Oui, pas oui. de signature comme en F3, F2, F1, c'était quoi, décembre peut-être 2017, donc c'était après 6 mois après. Et on va dire, ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Mais il avait, on va dire, un peu d'argent de côté Ouais. pour commencer, parce que voilà, si on n'a pas d'argent de côté, on commence jamais, et puis il n'y a rien qui aboutit. Et donc, grâce à ça, j'ai pu commencer, et puis après, me faire remarquer au bout d'1 an ou 2 ans, et de continuer sur le karting et la F4. Tu te souviens à ce moment-là, est-ce tes parents ils te protégeaient de la question financière, ils disaient non, ne t'inquiète pas, ou ils t'évoquaient déjà cette situation? Alors moi, je pense que c'était un peu un monde de bisounours par rapport à Ouais, ouais. maintenant. Non, mais j'imagine. Et en fait, quand j'étais petit, pas de problème d'argent. Ça Ouais. coûtait pas cher. Et pareillement, je m'en souviens qu'en carte de location, genre quand mes parents me demandaient ou que quelqu'un me demandait, pour moi c'était sûr que j'allais aller en F1. Oui, bien sûr. Parce Ouais, que ouais. je me disais que voilà, c'était pas un problème d'argent, c'était le niveau, le talent, comment tu travailles. Une Et, certaine justice en soi. ouais, Si t'es voilà. bon, bah tu vas au plus haut. Voilà. Et, Et alors pour moi, j'étais limite sûr, pour moi ça paraissait limite facile, un peu innocent. Mais... Donc c'était facile d'aller en F1. Et donc j'ai réalisé tard quand même que ça allait être dur. Ouais. Et on va dire que c'était vraiment ma au première moment où année de t'arrives en compétition. monoplace ou même Non, après bien la avant, monoplace bien avant. Ouais. C'était la première année de compétition. Là, j'ai commencé à voir des mecs qui roulaient vraiment souvent, avec du gros budget. Et puis, c'était pas facile, hein, première année, on se souvient de cartes. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que ouais, la F1, c'est dur quand même. Même si j'étais convaincu que j'allais y aller quand même. Et donc, ouais, voilà. Ouais. L'émotion à ce moment-là, quand tu gagnes en karting de loc, et ensuite il y a le karting de compétition, bien sûr, mais tes premières émotions par rapport à la sensation de vitesse, de pouvoir attaquer, de se défendre, même à ce moment-là, c'est du plaisir? Ouais, complètement. En vrai, au début, c'était vraiment du pur plaisir. On va dire jusqu'à donc, du coup, 2018, là où vraiment je commence le championnat. Et c'est là où je passe en mode faut gagner. Genre, j'ai envie de gagner. Et donc là, un peu moins de plaisir parce que forcément, on a envie de gagner. Donc on travaille, on fait des trucs. Mais oui, on va dire que le karting, c'était beaucoup de plaisir. Et plaisir de la course surtout. Genre de se battre avec d'autres pilotes, d'attaquer, défendre. Parce que bon, le kart, quand t'as fait 2-3 ans dans un kart, la vitesse, ça va pas t'impressionner non plus. Oui.
Donc c'était vraiment de prendre les départs, l'adrénaline, tout ça. Et ouais, de gagner quoi. T'as quel âge à ce moment-là, là, au moment de passer donc, au karting de compétition? Je passe au karting, j'ai, je pense, 12 ans. Okay, ouais. C'est quand même tard, hein, parce que on va dire que tout le monde commence le karting vers 6-8 ans, voire avant même. Hein. Ouais. Et moi, voilà, 12 ans, j'arrive, je fais ma première compète, donc c'est quand même tard. Ouais. Tu t'étais un peu. Je crois qu'il me semble que tu viens de Bièvre. Ouais. Est-ce que, j'ai envie de dire, à ce moment-là, dans ton environnement, t'étais beaucoup dans le sport auto? Tu baignais dans le sport auto? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon père, comme j'ai dit, il avait fait un peu de carte de loisirs, ouais, mais sans avec plus. des copains. Il m'en a jamais parlé, il m'en a parlé vraiment quand j'ai commencé à en faire. Ma mère, alors pas du tout, mais complet, jamais. Je pense qu'elle a jamais vu une course de F1 avant. Ça me fait penser un peu à Simon Pagenaud, qui lui vient du Poitou-Charentes. Ouais. Il venait d'un environnement familial où son père, il détenait un Leclerc. Donc il n'y avait pas d'environnement fait pour le sport auto, et pourtant après il a réussi à grimper les échelons et pas des 500 miles. Après, mon père, je pense qu'il a toujours eu la passion. Ouais. Mais non, moi, elle est plus venue naturellement, ma passion, que par mes parents. Tu joues un peu aux jeux vidéo avant de monter en karting de compétition? Genre des F1, des Need for Speed, Gran Turismo? Pas F1, mais je sais que Gran Turismo beaucoup, ouais. Le 6 surtout. Gran Turismo aussi sur la PS3 dans le salon, ouais, à petite heure le mercredi ou le samedi. En vrai, c'était un plaisir, je m'en souviens quand je jouais. J'étais fan, vraiment. Les premières fois que j'ai joué à ça, et puis même d'attendre le dimanche aussi, le karting. T'avais la petite le week-end. En fait, pendant toute la semaine l'école, j'attendais le samedi pour jouer à la PS3 Gran Turismo 6 et le dimanche de rouler en kart. Donc c'était marrant. Bon. T'étais un gars un peu timide, réservé, ou tu t'exprimais beaucoup grâce au karting, j'ai envie de dire? Alors à l'école, j'étais timide, mais quand on me connaissait bien, non, après j'étais non, je faisais beaucoup d'activités surtout. Je faisais tout, foot, basket. Hyper actif? Je sais pas si c'est. Oui, je pense que. C'est pas mal actif, hyper actif, je sais pas. Genre en cours, par exemple, j'avais du mal à tenir en place. Ouais. Mais non, on va dire que je faisais beaucoup d'activités. Et j'étais proche de mes copains et toujours encore maintenant. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose quand on est petit. Donc mais après, je parlais pas énormément de karting. Ouais, est-ce que c'était la question que j'allais suivre? Est-ce que tu pensais H24 au karting? Non. En fait, ils le savaient tous que je commençais, mais voilà, pour eux, c'était déjà flou. Déjà pour moi, alors pour eux, c'était encore plus flou. Bah oui. Bah, mais tout le monde fait du foot, du basket ou du tennis. Ouais, voilà. Toi, tu dis, je fais du karting. Voilà. Ouais, voilà. Donc pour eux, c'est complètement flou. Donc j'en parlais pas énormément, mais voilà, ils savaient que j'avais une activité comme ça et que j'étais, on va dire, fort pour eux parce que voilà, quand tu en faire, même avec mon petit niveau que j'avais, voilà, tu les battais. Facilement. Ouais. Tu fais tes débuts en karting, donc de compétition. Il me semble que c'était environ 3 ans de carte de compétition. C'est ça, 3 années. 3 années. Et là, boum, Ligue Île-de-France, ou encore l'équivalent du championnat de France. Donc du coup, tu gravis vraiment les échelons. Cette période des premiers succès, est-ce que tu te dis, avec tout le respect, ok, je les fume tous, j'ai peut-être vraiment un truc en plus à ce moment-là? Non. En fait, je me suis toujours dit que j'avais le talent pour aller en F1, donc, comme je l'ai dit. Après, le talent, ça veut tout et rien dire. Il fallait vraiment travailler à côté et faire donner tout pour réussir. Mais donc les premiers succès, c'est sûr que en fait c'est une récompense de se dire ça, déjà pour mon père ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'y avoir été. Pour moi forcément ça me motive parce que voilà, je gagne, donc c'est à dire que si je continue comme ça et même je redouble d'efforts, je vais pouvoir gagner sur les échelons supérieurs. Donc je m'en souviens déjà de gagner les premiers. Je m'en souviens, la Ligue Île-de-France, c'était les premiers succès. Et puis surtout, l'année, on va dire, où j'ai vraiment explosé, où j'ai pris un peu en maturité, c'était après le Covid. Dernière année de karting, je passe en junior, donc je suis rookie dans la catégorie. Je gagne la NSK, donc c'était l'équivalent du championnat de France, parce qu'il n'y avait pas eu de championnat de France cette année-là. Donc gros niveau, c'était sur 2 meetings. Je le gagne. Pareil, le junior karting, je crois que je fais 4ème. Et pareil, j'avais un gros rythme. Juste dans les bagarres en karting, c'était pas encore l'idéal, parce que voilà, j'étais pas beaucoup d'expérience dans le junior. Mais donc c'était une bonne année où il y avait beaucoup de rythme et donc c'était l'année avec le plus de succès et je pense que ma meilleure année de karting. Je remarque aussi que tu avais dit que tu avais eu un crash important en karting, que tu considères d'ailleurs comme l'un de tes plus gros crashs en carrière, même encore aujourd'hui. Est-ce que c'était ton premier rappel ou ta première vision du fait que le sport auto ça pouvait être dangereux, et même tes parents comment se comportaient vis-à-vis de ça? En fait en karting il y a un peu un truc, c'est que l'international, donc c'était ma première course à l'international quand j'ai eu le crash. Et en fait, quand tu passes à l'international, c'est genre le truc de ouf. Genre, tu passes de la F3 à la F1.
Parce que l'international, donc c'est. t'as une pression. À l'époque, je m'en souviens, quand on parlait de l'international, c'était un truc de malade. Genre, moi, en fait, j'étais tellement fan de cartes, je regardais toutes les courses internationales sur YouTube. Et pour moi, c'était des limites des stars, tu vois, les mecs avec qui j'allais rouler. Enfin, genre, c'était des mecs. Honnêtement, il y avait des gens déjà. Ah bah oui, il y avait des Anson Ellis, Stenshorn. Ah oui, d'accord. En fait, il y avait tout le monde. Genre Stemsort qui est aujourd'hui avec ton F3 par exemple. Oui, Ogochukwu, Wharton. En fait, toute la grille était là. Toute la grille de F3 était ici. Donc l'international, c'était le gros step vraiment. Donc c'est là où tu as le gros niveau. Et donc moi je savais que quand tu vas là-bas, voilà, les mecs sont super agressifs, il y a un gros rythme, machin. Et donc déjà, je m'en souviens, je fais une qualif plutôt pas mal, je crois que je fais plus 30ème, mais c'était déjà pas mal pour ma première qualif. Et parce qu'en compétition de karting, il y a beaucoup de ouais, on était, je sais plus, 110 peut-être, 100. Ah oui, je pensais pas autant, je pensais qu'on était genre 60. Non, vraiment beaucoup. Ouais. Et donc moi en fait les manches, donc en fait c'est pour se qualifier pour la finale, fallait faire des manches. Okay. Et les manches, donc j'étais pas dans la première manche, du coup j'ai vu le départ de la première et honnêtement ça m'avait limite impressionné, genre j'étais limite impressionné. Et moi je fais mon premier départ, je prends un départ énorme, limite je me retrouve peut-être si je ressortais sans crash, peut-être je sais pas 5ème ou 6ème. La 30ème place à la 6ème place. Non, parce que en manche du coup c'est divisé par à peu près par 2 du coup, par 2 ou par 3. Du coup je partais je crois 15ème. Et ouais, je pense que j'ai gagné 7-8 places avant le premier virage. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un kart en tête à queue par le troisième, donc le deuxième qui était en tête. Tu l'as pas vu. Non, bah en fait, c'est pile-up. En fait, tout le monde rentre dedans. Et sauf que moi, j'étais derrière quelqu'un, donc lui il pousse. Au dernier moment, il freine. Et sauf que moi, bah du coup, j'étais vraiment trop proche. Et je le prends et je vole. Et là, en gros, bah pour raconter déjà le crash, je m'en souviens plus. Genre du moment où je commence à le taper, je m'en souviens plus quand je m'arrête. Et ouais, donc c'était le premier vrai gros crash, donc je me souviens, il y avait pas mal de bleu, tout ça. Parce que ouais, c'était un beau vol, j'avais encore les photos. En vrai, le photographe, il a fait des beaux shots. Oh, c'était impressionnant. Parce que je m'envole et après je retombe sur le côté. Ouais, je pars pas en tonneau, ça c'était ma chance. Et limite, carrément, du coup, il y a eu le drapeau rouge parce que c'était un gros crash. Et il n'y a pas que toi impliqué, mais toi c'était le plus gros, j'imagine, mais il n'y a pas que toi impliqué. Non, il n'y a pas que moi. Et donc. On ramène le kart et ils essayent de le réparer et je repars pour faire la course, sauf qu'il était trop cassé et je m'arrête. Mais donc ouais. Et tes parents à ce moment-là, ils sont. Ma mère était pas là parce que c'est quand même la plus stressée. Oui, j'imagine. Et mon père, en vrai, je pense que. Il a fait retourner. Ouais, non, je sais pas comment il était. On n'a jamais vraiment parlé, mais fallait pas qu'il trop me pollue non plus parce que s'il m'envoie trop de stress après, forcément c'est pas bon pour le petit. Mais non, je pense pas qu'il était hyper stressé. Ouais. En transition, au-delà même de cette partie karting international, sur la partie française, on a vu tu avais très très bien réussi. C'est là où il faut faire le passage en monoplace. Comment ça se décide? Est-ce que c'est la FFSA qui te repère et qui te dit viens en F4 France? Parce que nous on a un vrai projet. Ouais, bah en fait ça part de plus bas. C'est qu'en fait, mais justement la dernière carte, je fais le junior karting. Le junior karting c'est quoi? C'est en gros t'as 20-25 pilotes, tous les mêmes cartes, un peu comme la F4 quoi pour la Fédé. Mais pour le kart. Donc tout le monde a les mêmes cartes, c'est des OKJ, donc des juniors aussi. Et donc moi je fais ça, donc c'est 5 manches. Et en fait t'as un test gratuit en début d'année. À voir, c'est vraiment gratuit. C'est pas, alors c'est pas gratuit pour tout le monde, mais je pense, par exemple si t'as fait des résultats au championnat de France, oui, la FFSA, voilà, me l'offre. Et donc je le fais, ça se passe hyper bien, je fais le meilleur temps, je m'en souviens. Et là il y a le coach, il y a un des coachs de cartes qui me dit en vrai faut faire la saison, ça va te faire repérer machin. Il nous en parle, il nous dit vraiment faut faire, fais. On fait la saison. Et donc c'est là où justement Christophe Lollier me repère. Déjà je fais des premiers essais je fais premier avec 2 dixièmes d'avance, bien. À Anneville, je fais 2ème des qualifs, je gagne les 2 premières manches, je fais P2 après finale, je casse le volant en finale. Ouais, c'est un truc assez bizarre. Genre, est-ce que c'est un peu comme c'était Vitaly Petrov peut-être en Je perds la direction. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc tout droit. Donc je termine pas la finale et là je m'en souviens du coup Christophe nous convoque dans son bureau, il nous dit machin, il y a un gros projet, il nous parle de la F4 à mon papa et donc il nous dit le plan voilà c'est de continuer à faire la saison et puis après dès qu'on a fini pour la F4, il avait vraiment vu qu'il y avait quelque chose à faire. Donc ça part de là. Après la fin de la saison, je crois il nous offre un test en F4. Donc, là c'est quelle année dans la temporalité? Donc là je suis en 2020. Fin 2020. Okay. Donc là je viens d'avoir 14 ans. Ouais mais vraiment quand tu me racontes tout ça, je me dis moins de 14 ans, moins de 15 ans, il y a déjà tellement de responsabilités et même que tes parents te protègent aussi vis-à-vis de ça. Là 14 ans, mon premier test en novembre, j'ai 14 ans et 2 mois du coup. Et donc je fais mon premier test.
Il se passe pas non plus foufou parce que bon, la F4 c'est un gros step, hein, on s'en rend pas compte ouais. quand t'as 14 ans. Donc déjà, Bah, juste. tu dois comprendre l'aéro, même si c'est Ouais, pas et puis énorme même non plus, mais oui. à 14 ans, moi je m'en souviens d'aller à fond dans la ligne droite. Juste Oui, la première ouais. session, c'était chaud. Passer le premier virage à fond au moment, Mm. ça a pris du temps parce que 14 ans, pour moi, quand j'y repense, je me dis, mais c'est ouf, genre, comment tu peux mettre un petit de 14 ans là-dedans? Bah, je me dis que t'es fier, même quand tu y repenses, ne serait-ce Ouais, que ça. Hein. t'as pas le brevet, genre. Ouais. T'es en 4ème. Genre, Ouais. c'est fou. Ouais, j'imagine. Donc, ouais, c'était vraiment tôt. Mais Ouais. voilà. Est-ce qu'il y a eu un. Même si tu voyais le plan et que la FSA te présentait le plan et ainsi de suite, est-ce que ta famille était en mode. Bah, on sait qu'il a le talent, on voit qu'il a le talent, mais financièrement, ça peut bloquer à un moment et peut-être pas lui créer de faux espoirs de ce côté-là? Ils m'ont jamais. On n'a jamais vraiment trop parlé de Bien ça, sûr. mais moi je sais consciemment que le budget ça peut être un problème un jour. Ouais. Je savais que de toute façon, le plan, moi Christophe me l'avait dit, c'était voilà, on fait l'année de carte, je me passe bien, je fais une première année pour apprendre F4 et je gagne la deuxième année. Si Ok. ça marche pas, bah tant pis, je rentre moi, je referai mes études et du coup, bah mon seul objectif, voilà, c'était vraiment gagner la F4 la deuxième année et donc j'avais pas pensé forcément à derrière en fait. Mon objectif c'était vraiment de gagner la F4, donc je savais qu'il n'y avait pas de problème jusqu'à là, donc j'étais concentré sur ça. C'était F4 France et Ouais. non pas de réflexion sur notre F4. Par exemple, Théo était Non. parti en Allemagne. Non, parce que voilà, j'avais Le pas prochain. énormément de budget. Donc là, à l'époque, c'était encore moins cher que maintenant. Je pense que c'était 100 000, 120 000 euros Oui, l'année. Parce que pour rien cacher, à l'époque, j'ai dit à mes parents, il y a une année en F4 à faire, pourquoi pas. J'ai pas fait de karting au custom. Mes parents me fait, ouais, bien sûr, avec 100 000 balles. Ouais, ouais, Attends, non. quoi. C'est quand même cher. Hein. Mais je crois que maintenant, c'est déjà plus. Hein. Ouais. Je pense que Oui. maintenant, on est pas loin des 200 000, tu vois. Donc, je pense que déjà, j'aurais été en F4 4 ans là, dans ces années-là. Mhm. Je pense que je sais même pas si j'aurais pu faire la F4, honnêtement. J'ai eu de la chance d'arriver avant 2020, je pense. Mhm. Et donc. Avant Covid aussi, parce que c'est à partir de ce moment-là Ouais, où. bah les en fait prix ont c'était la augmenté. transition avec le Covid, c'était juste Mm. avant 2021, donc c'était ça va, les prix c'était quand même assez raisonnable on va dire. Mm. Donc voilà, grosse aide de la Fédé aussi, Mhm. parce que sinon Ouais. bah jamais de la vie je pourrais la faire. Et donc au bout de 2 ans je gagne la F4 et ça permet d'aller monter en Freca derrière. Ouais, la Freca, forcément, le Freca, championnat de Freca. Mais avant tout, en F4 France, tu t'engages dedans et c'est un championnat qui a été gagné par le passé par le regretté déjà Antoine Hubert, Mathieu Ouais. Vaxivière, il y a eu Adrien David, mais encore avant, sous un autre nom, le championnat, Stoffel Van Dorn, Jean-Ric Vergne ou encore Kevin Estre. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu ressens une véritable première pression, j'ai envie de dire, dans ta carrière? Quand tu t'engages dans le championnat de F4 France, quand tu sais que... Oui, parce que Ah. je sais que ça coûte forcément de l'argent. Ouais. Et comme on l'a dit, la deuxième année, si je ne gagne pas, bah c'est fini. Donc Mm. forcément, ça te met une pression parce que ça peut changer toute ta vie si tu gagnes Ouais. ou pas. Je pense que déjà, sans la victoire, clairement, faut pas se voler la face. Je pense que j'aurais pas gagné la F4, je serais pas là, Oui, je serais c'est- pas monté en Freca. Fini, ouais. Donc je sais pas ce que j'aurais pu faire derrière, mais bon. Non, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'es toujours à l'école. Ouais, à ce moment-là, ouais. Du coup, tu déménages au Mans, Ouais. dans le sport études Ouais, de c'est vrai que la ça, FFSA Academy. C'était un gros changement aussi pour Ouais. moi. Mm. 2021, donc quand je commence la F4, la FSA me dit bah faut venir à l'école, machin. Donc, déjà, t'as une grosse préparation, meilleure préparation physique, je peux faire du simulateur un peu plus. Et puis l'école à distance, c'est impossible à Bien mon sûr, collège. C'était un collège privé à Versailles et quand j'étais déjà, je loupais Attends, une à absence en Versailles karting. Ouais. Comment ça t'étais à quel lycée, à quel collège à Versailles? J'étais à Sacré-Cœur. De quoi? Attends, mais il y a un truc exceptionnel. On est allé au même collège. On est allé au même collège. C'est exceptionnel. C'est vraiment vrai? T'es allé à Grandchamp après? Alors, je suis pas allé à Grandchamp Ok. après, mais parce que j'étais un élève un peu spécial, hyperactif et tout, mais j'ai quand même non. exceptionnel. Ah, Mais si, oui. si. Ouais, j'ai fait ma 6ème là-bas, Mais non. entre autres. Et avant, pour tout te dire, avant, j'étais dans une école primaire qui s'appelait Sainte-Marie des Bourdonnais avant. Ah, mais c'était dans la même Mais rue. oui, c'est même rue. Ah oui, bah mais oui, oui, je je connais très connais. bien. Oui, non mais. Et voilà. T'étais en quelle année du coup? 6ème, attends. J'ai 27 ans, donc si j'ai 27 ans, faut faire un recul en arrière. On devait 15 ans du coup, à peu près. Ouais, faut enlever 15 ans. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je sais 2010 plus. quoi? Ouais, je pense un truc comme ça, ouais. 2010 Ouais, autour moi de j'ai fait en 2010. 2017 je crois. Bah ouais, mais c'est fou. Je pensais pas que t'allais me dire que t'étais parti au Ah collège. si, de c'est Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Incroyable. Mais ouais. Ouais, non mais non. Ah, mais attends, mais comment on Ça, passait déjà de- c'est un collège pour Ouais. revenir sur ça. Mm. Ouais, je m'a bien fait grandir. Ah, c'est un. Alors, je vais pas me mettre péjoratif, c'est vrai que c'est dur.
Ouais, c'était vraiment dur et je m'en souviens. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs. Ouais, je m'en souviens. Moi, c'était vraiment dur. Ouais. Puis je me suis fait un nouveau groupe de copains parce que voilà, ceux de Bièvre, ils avaient plus du côté Massy. Moi, j'étais allé au Sacré-Cœur. Donc c'était différent. J'avais pas énormément de copains. C'était des copains différents. Ouais. Donc il fallait se réhabituer. Mais je pense que vraiment, c'est ce qui m'a fait vraiment mûrir avec le kart à ce moment. D'aller au Sacré-Cœur. Mais surtout qu'attends, j'y pense, mais Bièvre, Versailles, c'est pas à la porte à côté quoi. Non, mais en fait, ce qui se passait. Voilà, anecdote petite. Bah ouais, parce que. Alors, en fait, de 6ème, 5ème, on avait un covoiturage. Donc, c'est en gros tous ceux qui allaient au collège Sacré-Cœur de Bièvre, on faisait un covoiturage. Donc, par exemple, le lundi, c'était mon père, le mardi, c'était machin. Et l'anecdote, c'était que les filles de Denis Brogniart, elles allaient au collège avec moi. Ouais, on va y venir après à Denis Brogniart. Mais donc, lui, il me faisait le covoiturage. Le mardi, des fois, je me faisais emmener par lui. Il me voyait à la télé le vendredi soir pour Koh-Lanta. Ouais, voilà. Et c'est lui qui m'emmène. Ouais, mais du coup, c'était marrant. Du coup, voilà, petite anecdote que des fois, je me faisais emmener par lui. Et donc, on peut même pour faire la transition tout de suite. Alors, c'est vrai que c'était vraiment pour la partie Fréca, mais Denis Brogniart que tu connais depuis un certain temps, depuis que t'es tout petit, du coup, il te faisait ton média training. Ouais. Bah déjà il y a eu avant les premières, c'est lui qui nous a mis en contact avec la Fédé pour que je fasse justement ce test en junior. À l'époque, Denis Brogniart qui présentait sur TF1 la Formule 1 sur F1 à la grille, enfin F1 à la 1 pardon. Et donc c'est lui qui me met déjà dans ce karting au Mans. Et après voilà, en deuxième année de Fréca, il me fait un peu de média training. Et derrière bon du coup après pour enchaîner sur la partie sur la F4. Alors au-delà de la question de la saison, on va en parler, mais sur la FFSA Academy, je crois que ça s'appelait déjà comme ça. Avant c'était la, j'ai oublié le nom à l'époque, mais Autosport Academy. Autosport Academy, exactement. C'est considéré comme l'une des meilleures écoles pour les ingénieurs. C'est la seule au monde, je crois, où il y a pas pour les ingénieurs, mais pour les pilotes. Oui. Où t'as cours, entraînement physique, où t'as les FK dans le même garage, au simulateur. Je pense que c'est la seule école. Sport auto comme ça. Concrètement, c'était quoi ton travail pour ainsi évoluer en tant que pilote? Bah déjà c'est que un peu de temps avec l'ingé, donc la FD, qui s'appelle Malo, donc au simulateur, lui m'apprenait un peu des bases, des datas des derniers tests qu'on avait fait, parce que du coup chaque test qu'on avait au Mans c'était facile d'y aller, hein, j'étais là-bas. Et donc voilà, mais par contre voilà, pour revenir sur le step de aller à l'internat au Mans, passer du collège, donc déjà d'être chez ses parents et de venir au Mans, déjà c'est un gros changement. Parce que tu as pu tes parents tous les jours, tu les vois peut-être même pas le week-end. Si tu rentres le week-end, en fait tu rentres le vendredi, et donc t'as école du lundi au jeudi soir, donc 8-18, nous on n'avait pas de mercredi aménagé, et donc voilà, t'as 2 heures de sport lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc ça fait 8 heures par semaine, c'est pas mal. Moi j'avais un peu de simulateur sur le mercredi. Et puis après voilà les cours basiques. Ça t'aidait beaucoup le simulateur parce que en fait si, parce que je pensais que c'était un vieux simulateur mais pas du tout, c'était non c'était un bon simulateur et puis voilà j'apprenais, donc clairement on va regarder toujours les datas tout ça, et puis oui t'apprenais la technique de pilotage, donc oui, ça m'a beaucoup aidé, je pense, au début. Première saison du coup en F4 en 2021, et tu remportes le titre dans la partie junior, dans la catégorie junior. Tu termines 6ème d'ailleurs au classement général du championnat. Dans cette même saison, c'est 2 victoires en course et 1 pole position. Alors c'est bien sûr ton talent qui a fonctionné, mais comment tu t'es senti dans cette première saison donc de rookie, où tu as quand même surpassé tous ceux qui ont été également dans leur première année Bah, c'était une saison quand même assez difficile parce que j'étais tout petit, je m'en souviens que quand je suis arrivé à Nogaro, bon, c'était dur, j'ai toujours 14 ans. C'est quoi le plus vieux à ce moment-là Le plus vieux, il devait avoir plus de 20 ans. Hein. Ah oui. Le champion, je crois, il a 18 à cette année-là. Ouais, 18 ça va encore, mais 4 ans d'écart quand même à cet âge-là. 3 ans d'écart. À cet âge-là, ça fait quand même beaucoup. Et je m'en souviens que moi, à Nogaro, quand j'arrive, bout ligne droite, c'est quand même impressionnant, Nogaro. Ouais. Et genre de freiner à 100 mètres, ça me faisait peur limite. Donc c'est pour ça que c'était assez dur. Et puis une fois que j'ai fait 2 steps un peu ça, donc c'était plus arrivé sur la 4ème manche. Et là d'un coup des petits déclics. Et puis là voilà, pole à Monza, gros rythme, même si bon la course 3 quand je partais en pole a été annulée. C'était exceptionnel ça. Seule course qui a annulé l'année c'est quand je pars en pole. Pour quelle raison d'ailleurs? C'est genre de la pluie, véritable raison, oui. Énorme. Véritable raison. Inroulable. Même la safety car c'est inroulable. Donc annulé, pas de discussion, voilà, je suis un peu dégoûté mais bon. Tant pis. Et après voilà, Castellet, Manicourt. Castellet, voilà, je fais 2ème à la qualif, je fais 2ème à la cour, donc plutôt bien, solide. Et puis Manicourt, c'est là où vraiment gros déclic, où là on se rend compte que voilà, l'année prochaine je vais être un prétendant pour le titre. Je fais 3ème et 2ème à la qualif de mémoire. Je fais 3ème à la première course. Je pars 8ème la deuxième, donc c'était inversé la deuxième.
je gagne en partant 8ème. Et puis la course 3, je fais 2ème. Donc c'était gros meeting. Qu'est-ce que dit la FFSA à ce moment-là, même peut-être avant la fin de saison, mais allez, on va partir sur la partie de fin de saison. Est-ce qu'ils te disent, ok, refais une année, il faut refaire une année? Ah bah déjà, c'était sur le plan, c'était même avant de partir pour la saison, c'était 2 ans. Ah oui, d'accord, c'est 2 ans. Parce que j'étais trop jeune, même si la saison se passait bien. C'est-à-dire que pour aller en Frika derrière... Bah tu finis, t'as 15 ans. T'as 15 ans, ouais. T'as 15 ans, t'as une année dans les pattes. Puis j'avais pas énormément de roulage. Genre je roulais pas tous les jours en F4 et puis je sais que j'avais pas à avoir 15 jours en Frika, donc fallait que je sois vraiment prêt à monter en Frika parce que je savais que j'allais pas avoir beaucoup de jours. Donc c'est sûr que non, on partait pour 2 ans. Est-ce que à ce moment-là, tu te fais détecter forcément, comme on l'a dit, par la FFSA, mais est-ce que tu commences déjà un peu des relations, discussions avec certains pilotes français plus aguerris ou t'es toujours un peu dans le côté junior? Discussion, je dirais que j'ai toujours été en contact avec Victor. Parce que voilà, mon frère, c'est mon premier électricien de karting, Et sinon, c'est à peu près le seul. Je sais que Christophe, quand il nous avait pris, Isaac, il venait de passer en Frika, il s'était fait repérer par Red Bull. D'accord. Et je m'en souviens, il m'avait dit, c'était un peu le plan. C'était de faire, voilà, lui, il avait fait le junior une année, 2 ans d'F4. À ce moment-là, est-ce que vous êtes, je parle du clan dans la globalité même de la FFSA qui t'en parle et ils se disent, lui, il va aller en Formule 1. Lui, il a le talent pour aller en Formule 1. Isaac ? Ouais. Ah Christophe pour moi c'est celui qui a toujours dit qu'il allait en F1 et donc celui qui m'a repéré aussi et je m'en souviens dès le début pourtant Isaac je pense que c'était pas facile cette année F4 parce qu'il finit 7ème et 3ème mais il a toujours cru et donc il l'a remis en Frika, bonne équipe et voilà il se fait repérer à Monaco, il se fait repérer par Red Bull et après il a toujours cru, même la première année F2 qui finit 14ème peut-être ou 15ème. Oui, super dur avec Hightech. Avec Hightech, la saison. Il a toujours cru, donc je pense que Christophe, c'est vraiment quelqu'un qui repère bien les talents. C'est pour ça qu'il a cette place depuis maintenant 15 ans. J'espère, c'est clair. Je me prends une petite digression parce que notez que c'était en 2021 et que c'était la saison fatidique de. Ah ouais. C'était la saison fatidique entre Hamilton et Verstappen. Tu étais pour qui pendant cette saison? Hamilton. Moi, je pensais qu'il allait être. Non, Cash. Cash. Tu me diras aussi, Isaac, il avait dit qu'il était pour Hamilton aujourd'hui quand il était Verstappen. Non, Hamilton Cash. En fait, avant, j'étais pas trop Hamilton. Et en fait, c'était vraiment cette saison, j'ai déclic, je sais pas, je suis passé sur Hamilton. Je sais pas pourquoi, en 2021. Alors que limite, avant, j'étais pour Verstappen. Ah oui, d'accord. Ouais, genre pas 2020, j'étais pour personne. Genre la saison, mais c'était assez folle déjà de 2020 déjà avec le Covid, raccourci. Ouais, raccourci, t'avais là, on en parlait un petit peu avant en antenne, mais l'outer track. Voilà. Il y avait des circuits de fou, enfin, Gasly qui gagne la course, Stroll qui fait une pole en Turquie. Enfin, moi je trouvais la saison assez folle, donc j'ai pas forcément supporté quelqu'un. Puis Hamilton avait gagné facilement, donc j'ai pas forcément supporté. Grand Prix de Turquie, je crois, à la fin, il restait peut-être 3-4 Grands Prix avant la fin de la saison. Ouais. Et donc 2021, première course, je suis pour personne, et puis peu à peu, je commence à être pour Hamilton et vraiment pour Hamilton. T'avais un pilote favori même avant même de commencer dans le karting ou tu regardais la Formule 1 même pas? Je m'en foutais. Ah oui, d'accord. Moi, c'était un peu les dimanches ennuyants. Ouais. Mon père qui prenait le café devant et qui s'endormait au bout de 20 tours parce qu'il y avait personne qui se battait. Et moi qui voulais jouer au foot après au bout de 40 tours parce que je voulais qu'il vienne avec moi. Mais avant, non, je savais que mon père était pour Vettel. Vettel. Très bon goût. Et un peu pour Rosberg. Pas que trop. Hamilton. Ouais, voilà. Ouais, tout le monde gagne trop. Ouais. Et après en 2021, il est passé un peu sur du Hamilton. Aussi. Donc ça va. La famille pas trop de tension. Ça va. T'as vécu comment du coup à Abu Dhabi 2021? Honnêtement, c'est sûr, c'était ouf en vrai. C'était ouf. Même le scénario quand tu y repenses, c'était objectif. De ouf. Objectivement, c'est l'un des plus. Pas bon final, je vais pas dire bon final. Moi je dis la saison est incroyable. Dans la dramaturgie, c'est exceptionnel. C'est même pour te donner une anecdote, quand 2021, c'est l'année où je commence sur Twitch. Et genre, je fais un débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. Je savais même pas combien de temps j'avais fait à la fin du live. Il a duré 6 heures le débrief. Mais non. 6 heures. J'ai fait un after F1 de 6 heures. Putain. J'étais en train de me dire, mais il s'est passé quoi? Après. C'était tu vois pas le temps passer avec ce genre de choses. La course. La course c'était folle, putain. Ouais, pour moi le titre était tellement pour Hamilton que. Mais tu sais que je me au tour 53 j'ai fait Ah non, mais tu sais que c'était fou parce que à l'époque en 2021 pour personne, je pense que c'était possible que quelqu'un batte Hamilton. Donc en fait quand il perd, tu te dis il a perdu et tu t'arrives pas à réaliser en fait. Ouais.
Ouais, je sais pas en vrai. Ouais. Mais ouais, c'était une saison de ouf. Mm. Puis Abu Dhabi, ouais, c'est sûr, ça fait mal. Même en y repensant, des fois, je me dis, Ouais, je me putain, dis, s'il a quand fait même, ça. Mais en fait, c'est tellement une position merdique quand même, Mercedes. Là, Déjà, oui. déjà, quand il part, Perez est bien, Mhm. Bottas est pas là. Ouais. Donc déjà, ce que le précieux qui fait perdre Perez à Hamilton, bah du coup, ce qui fait que Hamilton Peut pas peut pit. pas s'arrêter Ne peut pas pendant la pit, ouais. CSC. Du coup, bah si tu t'arrêtes, tu sais que tu vas avoir les pneus frais, mais par contre, si la course ça repart pas, tu passes pour un débile. Mhm. Donc ouais, position un peu Très difficile. pas de chance. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, Ouais. tu restes en F4 du coup pour Ouais. la saison 2022. Bon bah là, comme tu l'avais dit un petit peu avant, c'est la confirmation. Tu remportes 2 victoires, 6 pole positions consécutives lors des 3 dernières manches. Ouais. Alors ça, par contre, quand j'ai vu ça, j'étais en train de me dire, bon en fait, j'étais un pilote de qualification. En fait, tu préfères presque même plus les tours de Je sais qualif que pas. la course. Alors, en fait, la saison 2022, c'était un peu plus dur au début de saison. Ouais. Donc j'étais limite au début, j'étais 4-5ème. Donc voilà, on se disait, voilà, machin. Mhm. Et c'est là où en fait, on s'est rendu compte que je me suis mis un objectif de résultat trop gros, trop dans la tête. Mhm. Et donc quand je l'ai enlevé un peu en revenant d'août, Mhm. et ben 6 pôles, Ah oui, d'accord. Oui. 2 victoires. Mais sachant qu'en fait, il y avait un pilote qui n'avait pas fait. En gros, il avait fait en F4 espagnol Mhm. Valencia. Mhm. Donc en gros, il marquait pas de points. Donc Ok. moi, je l'ai un peu laissé passer les 2 courses. Et Oui, je oui. pense que j'aurais pu les gagner. Donc ouais, c'était une bonne confirmation. Et puis du coup, ça permet d'arracher le titre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que tu dois continuer à évoluer, surtout avec des moyens financiers pour continuer ta carrière. Là, la question n'est plus de rester en championnat de France, mais carrément de passer en championnat d'Europe, du coup, le Freca. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que déjà avant dès août, on se renseigne, même si bon, bah, on était 3ème du championnat. Ouais. Voilà, les discussions mènent pas à grand chose. Mhm. Et en fait, dès que je me retrouve premier du championnat où je prends la tête à Valencia, justement, Ouais. premier contact avec une équipe G4, du coup, direct. Mhm. Et c'est avec eux qu'on organise les 8 jours de test fin de saison Ouais. pour rouler. Et parce qu'en fait, moi, mon coach de l'époque, donc Denis Plichet, m'a coaché sur ma deuxième année d'F4. Il avait un contact avec eux. Mhm. Et il trouvait que l'équipe était vraiment. Suisse, Ouais, si je me trompe pas. Suisse qui est basée en Espagne. Ok. Et donc, il trouvait que l'équipe était vraiment pro, même si ça se voyait pas. Moi, j'étais un peu sceptique, j'étais en mode, bah, ils ont 0 points, ils gagnent le championnat. Mais pour lui, il avait vu que Ouais. la voiture était structurée, les bons ingés. Donc, on se dit, bah, let's go là-bas. De toute façon, on n'a pas vraiment trop le choix. Pas un budget de ouf. Là-bas. Et qui te permet d'évoluer à ce moment-là, même financièrement, en termes de soutien? Qui te permet de te dire, ok, je peux aller en Freca, alors, presque tranquille. 2022-2023, en fait, je suis par une agence de management qui s'appelle TNT. Mhm. Donc, c'était par Tony Parker et Teddy Riner. Ok. Et donc, c'est eux qui avaient amené pas mal d'argent pour la deuxième année F4 et un peu pour la première année de Freca. Et puis aussi, la Freca, du coup, j'ai eu direct les soutiens de la Fédé, Mhm. donc les équipes de France. Ouais. Le chèque des 100 000 euros quand tu gagnes la F4. Mhm. Donc, C'est déjà, story quoi, c'est un hein chèque à la fin, un Secret Story. Ouais, non, en fait, ils envoient direct à l'équipe. Oui. À l'équipe sur laquelle tu roules. Donc déjà, voilà, bonne partie qui était déjà payée. Et puis après, on a quand même galéré un peu à tout payer. Mais, Ouais, mais j'imagine. C'était pas trop personnel et on n'a pas payé grand chose. Parce qu'on n'a pas grand chose. Bah dans oui, tous de les toute cas, façon. par rapport au budget qu'il y avait. Tu fais donc le gros step, tu vas donc chez Ouais. cette équipe de G4 Racing en Freca, le championnat d'Europe de Formule régionale. Et concrètement, c'est quoi les big évolutions quand tu passes de la F4 France à justement au championnat Freca? Comment tu es entouré à partir de ce moment-là? Ah bah là, c'est énorme changement. Mhm. Donc moi, je garde toujours mon coach parce que voilà, il s'entendait bien. Voilà, c'est une bonne structure. Et c'est On aussi s'est- grâce à lui pardon, qui peut. On s'est qui bien peut entendu faire, et puis voilà, c'est un gros step. Donc Ouais. sûr que j'en ai avoir besoin. J'en ai eu besoin. Et donc le step est énorme. Tu passes de la F4 France où tu as un ingénieur pour 5 pilotes. Cherche pas la performance, qui va pas te dire Mais lui, chercher les derniers dixièmes. T'as une voiture quand même beaucoup plus puissante, presque 10 secondes plus vite au tour. Mhm. Gros changement. Donc c'est sûr que c'était pas facile de s'habituer. Mais je pense que voilà, je me suis habitué assez rapidement, je dirais. Ouais. Et j'étais direct performant sur les premiers tests. Ouais. Cette année-là, notamment, tu es quand même sur un plateau qui est quand même ultra relevé. Ouais.
J'ai noté qu'il y avait Andrea Kimi Antonelli, Raphaël Camara qui est devenu champion de F3, il y avait Joshua Dirksen, Sami Megetunif et encore Maya Wog qui est terminé deuxième du championnat de F1 Academy cette saison. Alors ça a été un petit peu difficile au début, après les 10 premières manches, tu n'avais inscrit que 7 unités, 7 points. Et pourtant, après le Mugello, Paul Ricard, fin de saison très très bonne. Première pole position ainsi que premier succès de l'année, victoire sur la première course en France et top 5 sur la deuxième. Week-end parfait en Autriche avec le podium sur la première et course pour ensuite sur la première course pour ensuite gagner la deuxième course. Et puis tu t'imposes également sur la première course à Monza. Ça te permet de sécuriser une 6ème place au classement avec 111 points au compteur et le deuxième meilleur rookie de la saison. Alors ça a été le jour et la nuit presque, j'ai envie de dire, entre le début et la suite de la saison. Pourquoi le début a été si difficile comparé à une fin de saison qui est nettement plus belle? Alors, le début était pas mal. Ouais. Alors les résultats ça se voyait pas trop, mais déjà le premier meeting je fais 7ème. C'était Imola en gros, je ne connaissais pas la piste, il y avait eu aucun jour de test. Est-ce que d'ailleurs sur toute la saison tu connaissais, t'avais déjà roulé sur quelques circuits ou il en avait Non, il tous, en manquait c'était que 2 ou 3. Ouais. Je sais plus desquels, mais c'était Mugello, Imola, ouais. et un dernier, mais l'Autriche, je crois. Non, Red Bull Ring. T'as pas roulé à Red Bull Ring? Hockenheim, j'ai pas roulé. Donc c'était 3 que je connaissais pas. Mais donc on arrive à Imola, j'ai jamais roulé. Premier meeting de Freca de ma vie. Et puis tout l'hiver, j'ai pas eu de coéquipier. Donc j'avais pas de référence tout l'hiver. Donc déjà pour s'améliorer, c'est compliqué. J'avais pas de. Donc quand je dis référence data, vidéo, là où je suis en termes de résultats. Donc même pour faire progresser la voiture, j'étais tout seul. Donc on arrive premier meeting. Déjà miracle de faire 7ème. Hein. Limite, on est à la rythme pour faire 5 ou 4. Je m'en souviens, c'était Antonelli qui était deuxième et on finit genre à 3 secondes peut-être. On était vraiment tous collés. Et il n'y a que le premier qui était un peu parti, mais donc on avait un vrai rythme. Le lendemain, pas mal, on fait genre 10ème à la qualif, on se retrouve 7 ou 8 et accrochage, parce que je pense que sinon on aurait fini sur le podium parce qu'il y avait pas mal de faits de course. Ouais. Et donc premier meeting exceptionnel, je m'en souviens, de faire ça sur un circuit que je connais pas. Et après c'était un peu plus compliqué, il y a eu des moments où c'était plus vraiment de l'expérience. Je m'en souviens à Barcelone, j'avais le rythme pour faire limite genre une pole et peut-être une P3. Ouais. Donc c'était déjà pas mal pour un deuxième meeting, mais pareil, c'était mauvais réglage pour faire qualif d'un petit peu parce que ça joue à rien. Je fais P8 de mon groupe, donc P16 au général à 3 dixièmes de la pole. Ok. Donc déjà en F4 France ça change. En F4 France t'as 3 dixièmes de la pole, t'es 2 ou 3. Ok. Ouais, là, donc le niveau est nettement plus resserré. Ouais. Et c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile de se démarquer. Quoi. Voilà. Et donc deuxième qualif, on améliore un peu le truc, sauf que je tombe sur un drapeau rouge. Et puis moi la gestion de drapeau rouge pas exceptionnelle. Du coup, je me retrouve pareil, je refais P7 de la qualif. P15 au général, alors qu'au final on avait le rythme pour jouer devant. Tu vois, c'était tout. En fait, les premiers meetings c'était tous un peu des trucs comme ça. Donc t'étais vraiment dans une phase plus d'apprentissage. Ouais, complet. Je sais pas, tu cherchais sans doute de la performance, mais c'était du compliqué. Mais on en avait, on en avait. Sauf que il y avait des trucs où ça venait pas dans notre sens, ou alors manque d'expérience, du team, de moi. Ouais. Et donc c'est jamais vraiment bien mis à pareil Imola. Et Mugello c'est pas mal mis aussi. Mon première qualif est 10ème de la qualif, je finis 9ème de la course peut-être, ou 10ème, je sais plus. Et donc pareil, donc déjà on se remet dans les points, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et deuxième qualif, je pense que c'était pas mal, on a fait des petits changements. Bam, pas de moteur, donc pas au zéro tout. Donc déjà voilà, on commence à revoir bien et pas de moteur. Je pars dernier, je finis 12ème de la course quand même, donc plutôt bonne remontée. Et donc le week-end d'après on va au Castellet, bonne FP, bonne FP2, le truc se goupille bien. Et FP2 je fais tonneau. Ah oui, c'est là l'un de tes plus gros crash, autre plus le gros mec, crash. tout le monde prépare. En plus j'ai une vraie position, il y a Antonelli, Camara et je suis là. Ouais. Et il te voit t'as pas. besoin un peu d'aspi. Et le mec en fait, tout le monde prépare son tour, lui préparait son tour et d'un coup il me plonge au moment où je suis à la corde et du coup il me tonneau. Et donc là je fais qu'est-ce qui se passe là cette saison? À chaque fois rien ne s'est bien goupillé, quand ça commence à se bien se goupiller, il y a toujours un truc. Pas de moteur à Mugello, pareil là ça se goupille bien, je suis à la FP2, poum le mec il me met en tonneau. Ouais. Donc là parce que là quand il met en tonneau et ça te met mal ensuite pour la suite du week-end quoi. Donc, et puis tu sais même pas si la voiture va démarrer le lendemain parce que l'électronique tu sais jamais ce qui peut mal se passer, c'est pas comme en F1 où t'as un million de capteurs. Donc je m'endors et je sais même pas si la voiture va démarrer. Et donc la voiture démarre pas mal, Paul. Donc c'est là vraiment où ça se goupille bien après jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'est clair. Cette saison-là, tu roules effectivement, comme je l'ai dit, contre Andrea Kimi Antonelli qui est aujourd'hui en Formule 1.
Il remporte le championnat dans sa 2e saison avec 300 points au compteur. Est-ce que quand tu le voyais, quand tu roulais contre lui, tu sentais vraiment que c'était un talent exceptionnel et que la route était clairement destinée pour lui? Oui, mais je pense que lui, depuis le karting en fait, depuis 2020, je me souviens quand je l'avais vu la première fois en 2020, il avait tellement de monde autour de lui, tellement. On va dire en karting, c'est important d'avoir le bon matériel, il avait vraiment tout Toujours le bon le matériel matériel, de pointe, voilà. Et donc il gagnait tout. Et je m'en souviens, moi j'avais un pote qui avait fait le championnat du monde avec moi aussi. Je lui ai dit, tu vois, lui il est en F1 alors qu'on était qu'en 2020. Hein. Il était déjà soutenu Ouais, par Mercedes. Il s'est tenu à depuis Mercedes très dès qu'il longtemps. a 8 ans ou 7 ans. Il est né, il a été soutenu. En fait, je crois que son père est très pote avec Toto. Enfin bref. Torger. Et donc, après on a eu des bonnes bagarres en piste cette année-là. Mais après, je me dis, si lui peut le faire, pourquoi je peux pas le faire donc, Ouais, c'était ma deuxième question par rapport à Antonelli, c'est-à-dire lui, il est déjà en Formule 1, il a fait ses premiers essais en 18 ans, il a fait sa première course à 18 ans, même avant ça, il avait déjà fait des essais privés. Est-ce qu'il y a une part de, j'ai envie de dire, de regard sur lui où tu te dis pourquoi il y est déjà et pas encore moi? Bah, ce que j'ai dit, je pense, c'est qu'il a eu le soutien très très tôt. Il a eu les moyens pour aller vite, justement. Et voilà, c'est bien goupillé parce qu'Hamilton est parti. Il est arrivé un an plus tôt que prévu, voilà. Même peut-être 2 d'ailleurs. Ouais, mais puis du coup, il a sauté la F3. Il a fait qu'un an de F2 et puis l'an de F2, je crois, il fait 8ème. Donc, tu passes rarement en F1 quand tu fais 8ème sans F3, tu vois. Oui, aussi, oui. Donc, je pense que en fait, c'était destiné depuis le début. Donc, c'est pour ça. Mais, ouais. Cette saison-là aussi, elle a été marquée par un drame, celui de Spa-Francorchamps, celui de l'accident mortel de Dylan Ovantov, pilote néerlandais, sur la seconde course sur le circuit de Spa-Francorchamps. Question forcément très difficile, mais quel est ton souvenir par rapport à ce jour-là et forcément, c'était certainement la première fois que tu vivais un tel drame dans le sport auto, toi. Ouais, j'avais déjà eu le drame un peu d'Antoine. Mais je le connaissais pas vraiment, je roulais pas vraiment avec lui. Moi j'étais en kart en KD, en F2. Tu roulais pas contre lui forcément. C'était complètement à l'opposé de la pyramide. Et puis là, Gilano, la journée, je m'en souviens par cœur en fait. Il y a vraiment des petits détails sur lui, mais ouais, c'était vraiment, vraiment dur. C'était vraiment dur. C'était comme si c'était un proche que je connaissais depuis 10 ans, alors que je lui avais presque jamais parlé, à part un salut, ça va, avec machin. Et je m'en souviens de cette course. Ah ouais, la journée, je peux te la refaire, presque tout dans l'ordre. Ouais, comment tu... Est-ce que tu as des doutes sur quand il y a ce crash? Est-ce que tu dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Ça te met un petit coup tout le monde m'a un peu posé cette question. Mais moi, je me suis jamais vraiment posé en mode, ok, bah... En fait, dans tous les cas dans la vie, t'as toujours le risque de mourir partout. Oui, ça c'est vrai. Parce que, je vais pas donner de mauvais exemples, mais tu traverses la route, il y a un mec qui te fauche. Donc, moi je me sens bien là-dedans, donc je me dis... Je me suis pas posé la question, honnêtement. Et donc, puisque nous, en plus, le dimanche, ça s'est fini, donc il y a eu le drame. Et donc, moi, le jeudi, on était déjà en retour sur la piste, donc 4 jours après. Ouais, donc t'as pas eu vraiment le temps de gamberger sur le drame. On a eu le temps, mais on va dire plus de digérer que gamberger. C'est dur quand même, hein. On se dit... je m'en souviens, moi, tout le monde était dévasté, genre. Et donc, ouais. Voilà, surtout quoi, sur cette course en particulier, de l'extérieur, hein, forcément j'étais pas à Spa ce jour-là, mais quand on voit les images, on se dit mais pourquoi cette course elle a été lancée? Même toi dans la voiture, quand tu étais sûrement sur la piste, tu voyais les litres d'eau qui tombaient sur Spa-Francorchamps, tu te disais mais pourquoi on roule peut-être? Ouais, bah en fait c'est pas le départ direct qui était vraiment très trempé, c'est parce que le départ en vrai nous on l'a fait, aucun problème, il n'y avait pas trop d'eau. Et en fait c'est qu'en fait il y a une safety car et là il se met à pleuvoir mais comme jamais. Et donc là même il y a des nanas qui sortent sous safety car, il y a eu 3 crashs sous safety car. Et dernier tour ou avant-dernier tour il relance la course. Là moi en plus j'étais 11ème donc j'étais tout excité de rentrer dans les points. Et surtout un peu inconscient. T'es dans le paquet aussi. Inconscient, excité, et puis ça nous a tous aussi ramené vers le fait que le sport est dangereux. Donc c'était un bon moment pour avoir un rappel, je sais pas, mais d'avoir ce rappel aussi, c'est de prendre conscience de ça, c'est important. Voilà, nécessaire. Bien sûr. Sans transition totale, parce qu'il n'y a pas de bonne transition après ça, mais par la suite de cette saison de Freca, tu rejoins le Williams Driver Academy à l'issue de ta première saison. C'est un moment hyper important forcément de ta carrière, mais la question c'est surtout
comment ça se fait, comment ça se concrétise. Est-ce que c'est eux qui sont venus te voir ou c'est justement ton entourage qui est allé contacter Williams? Qu'un des deux. En fait, à la fin d'août, j'ai mon premier contact avec ART pour faire une deuxième saison de Freka. Donc après le Castellet, donc c'était déjà un beau meeting. Et donc eux ils me contactent, voilà, on fait ci pour l'année prochaine, c'est faut ce budget machin. Et puis moi j'enchaîne Spielberg Monza. Donc plutôt bien, bon meeting aussi, 2 victoires, 3 podiums sur 4. Et donc là il me recontacte, il me dit passe à l'atelier machin avec ton père. On y va, il nous dit voilà, il nous met des prix concrets pour la saison. Il nous c'est dit, très transparent. Je suis en discussion avec Williams, avec toi. Parce qu'il avait eu le contact, parce que voilà, c'est une grosse équipe, donc en fait toutes les équipes de F2 ils ont tous les contacts un peu avec les équipes de F1. Et donc vu qu'ART comparé à G4 était une équipe d'F2 réputée aussi, voilà, et ben ils en ont parlé, et puis voilà, ils ont parlé, bon bah voilà, Williams aimerait bien voir Sandro, donc faut qu'on aille à Londres, machin. Donc je discute. Mais à ce moment-là, tu te dis comment ça Williams me veut, c'est-à-dire tu t'arrives à réaliser à ce moment-là? Je sais pas si j'ai vraiment réalisé, mais c'était un peu une lettre à la poste toi pour toi, c'était oui bah oui. Non, c'était pas oui, bah en vrai t'es excité parce que tu rentres dans l'académie, mais c'était pas, en fait c'est venu doucement, donc t'attends de voir venir le truc. En fait c'est au début ça parle, après c'est au début ok faut que tu y ailles, après au début ils réfléchissent, après voilà tu signes le contrat, donc ça met du temps. Mais voilà, je sais qu'il voulait me voir au bout d'un moment, donc après Zandvoort, il vient de me voir. Donc, je me retrouve dans le bureau avec James, tout ça. C'était une autre question, c'est genre tu rencontres James Hall, c'est lui qui vient c'est lui. Qui vient te voir. Le responsable de l'académie, et quelqu'un d'autre qui gère un peu les finances. Et donc, moi je parlais pas énormément anglais. J'avais pas un anglais de fou furieux. Heureusement, il parle français, James. Ouais, mais du coup, on l'a fait en anglais quand même, parce qu'il voulait me tester. Qu'il voulait, Et il m'a dit juste ce que t'arrives pas à dire, tu le dis en français. Et donc l'entretien se passe bien, et au bout d'1 mois, on fait le contrat, on signe, et voilà. Comment c'était de rencontrer James Valls à ce moment-là, de voir que, en plus, il venait quasiment d'arriver chez Williams, il était patron depuis quelques longs mois, on va dire ça. Ouais, bah c'était le début d'année 2023 où il a commencé. Oui, il me semble. Donc, ça allait faire 1 an, quoi. Ouais, il arrive et tu le rencontres et il te propose de rejoindre vraiment une équipe. L'académie d'une écurie de Formule 1, c'était comment le rendez-vous avec lui particulièrement? Quelle impression il t'a laissé? Eh ben, j'ai trouvé qu'il a posé vraiment des bonnes questions. Et ouais, je sais pas, il a vraiment voulu savoir comment j'étais, ce que j'étais vraiment, et vraiment humain, compris. Parce qu'en karting, il me demandait, parce que sa première question, c'était, c'est pas la première question, mais une de ses vraies questions, c'était mes années de karting, pourquoi j'ai pas vraiment allé à l'international avec du bon matériel et continuer. Et je lui ai dit que j'avais pas forcément de budget, machin, il a compris. Et après on a parlé de différents trucs sur moi, et donc après voilà, c'est après qu'il a donné le verdict. Mais qu'est-ce qu'il te propose comme plan concrètement? Est-ce que c'était des objectifs de résultats ou même d'aller potentiellement de te dire non, on a envie que tu ailles en F2 aussi plus tard? Si tu prends déjà, c'est l'objectif, c'était en F1 avec eux déjà, d'une. Toi tu lui as dit clairement, moi je veux aller en F1. Ah bah oui, il te le demande, donc forcément l'objectif, je dis l'objectif court, donc le moment c'était l'objectif de gagner l'Africa. Long, c'était de monter en F3, F2, et enfin mi-long, et de long en F1. Donc forcément que lui m'a forcément mis d'objectifs, plus le responsable de l'académie qui m'en a mis. Le Gwen Lagru de Williams. Ouais voilà, un peu. Et non mais James, non pas trop. Ok. C'était plus pour apprendre à te connaître. Ouais voilà, surtout. Ok. Et qu'est-ce qu'il te propose concrètement maintenant aujourd'hui peut-être pas au quotidien, mais qu'est-ce qu'ils te mettent à disposition aujourd'hui, Williams, pour t'aider? Ils mettent beaucoup de trucs. Déjà, le premier truc, c'est l'accompagnement physique, mental, nutrition, sommeil, 1 million de trucs sur juste nous. Voilà, ils m'envoient un physio. J'ai une nutritionniste en call, j'ai un prépa mental. Ça t'a changé la vie, vraiment? Ouais. Même la question nutrition et tout? Ouais, parce que déjà physiquement, déjà j'ai fait un beau step deuxième saison. Pour la F3 j'étais vraiment prêt, alors que sans physio je pense que c'était chaud. Nutrition, voilà, j'ai compris. Sommeil pareil. Donc oui, c'est sûr, ça m'a bien aidé. Et puis après t'as le soutien financier forcément, et soutien du simulateur, que tu peux y aller tout le temps. Qui soit le simulateur de l'académie, donc ça peut être F4, F3 ou le simulateur F1. Ok. Est-ce que quand tu sors de chez Williams, c'est que ils te disent bon allez,
on te veut. Alors c'est pas fait direct. D'accord. C'est plus ils m'ont pris un entretien, ils en parlent. Il débrief. Et ouais, un petit débrief et pas un mois après c'était fait quoi. C'était done. Ouais. Ok. Tu te sens où à ce moment-là dans la pyramide F1, dans le sens où est-ce que tu te dis ok, là mon rêve de Formule 1 va réellement enfin dans le bon sens? Ouais, je pense qu'en vrai, ça, quand je suis pris par Williams, Ouais. je pense que c'est le moment où tu dis ah, c'est le premier contact avec la F1 quoi. Tu Ouais. te dis que si tu continues comme ça, Mm. tu seras peut-être dans la Williams sur la F1 quoi. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est le premier vrai moment où je me suis dit ça. Donc il n'y a pas à ce moment-là, dans les échanges même futurs, même déjà quand t'es acté, ils te disent pas nous on a ambition au-delà même de la Formule 1 d'être en Grand Prix. On voit que Luke Browning et Victor ils ont fait des FP1, ils te disent nous notre plan peut-être c'est dans 2 ans, tu fasses au moins une FP1 avec nous. Ils te disent pas déjà ça? Non, pas trop. Non. Non, je me souviens le premier truc quand je les ai vus. Il m'avait parlé des points de super licence quand j'en avais. Ouais. Non, on parle pas forcément. Après, on sait que si je passe en F2, forcément, je pense que j'aurai les premiers tests en F1 avec eux si je reste avec Oui. eux. Mm. Mais du coup, voilà, je pense que c'est justement cette année que ça va jouer. Ouais, deuxième année du coup de Freka, ça enchaîne avec donc le soutien de Williams, Ouais. cette fois-ci avec Art Grand Prix. Sur la piste ça va nettement mieux. Bon, j'ai regardé les résultats, t'es beaucoup plus régulièrement dans le top 10 sur cette deuxième saison de Freka. 7 podiums dont 2 victoires pour un total de 195 points à 2 petites unités d'ailleurs seulement du podium, avec la troisième place de Taponen. Saison avec un gros plateau en plus, j'avais renoté Raphaël Camara, Nicolas Lacorte, Tuka Taponen donc, Enzo Delini. Il y avait Evan Gilter, Dorian Pain et Marta Garcia qui sont toutes deux vainqueurs de la F1 Academy. Une bien meilleure saison, mais où est-ce que tu t'es senti meilleur par rapport à la campagne précédente? Bonne saison, je sais pas. Ok. Peut-être pas bonne saison. Parce sur le papier, du moins. C'est ouais, beaucoup plus mais régulier, on visait quand plus même fort que plus l'an le dernier. titre. Ouais. Même si bon, ART en fait avait fini 8ème de l'année d'avant au constructeur. Ouais. Donc déjà c'était plus compliqué. Donc fallait on va dire les remonter. Et je m'en souviens que les premiers meetings, en fait, jusqu'à Mugello Castellet, on n'avait pas très bien compris la voiture. Mhm. Et vraiment, quand on a changé la voiture au Castellet, Mhm. et ben après, c'est victoire au Castellet, victoire à Imola, troisième place à Spielberg. Vous me Ouais. faites accrocher à la deuxième course, mais je pense que ça a joué podium. Il y a eu quoi après? Il y a eu Monza, on fait deuxième et je dois gagner la course parce qu'il y a eu drapeau rouge 10 minutes avant la fin et j'ai pas le temps de me battre contre Camara. Ouais. Barcelone, je fais deuxième. Et en fait, dès le Castellet, on a vraiment compris la voiture. Après, c'était podium. Ouais. Donc je pense que si on avait fait ça dès le début de saison, on aurait pu jouer potentiellement le cheat. Donc ça, mon seul regret de cette année-là. Mais ça reste dans la finalité. Tu savais que t'allais. Ouais, c'était une bonne saison, mais t'allais montrer le niveau pour pouvoir aller en F3. Ouais, notamment. mais fallait, parce que on n'avait pas énormément de budget, donc fallait, on va dire, limite un peu mieux. Mais voilà, heureusement que j'ai un peu montré ce que je vais aller et que MP m'ont pris du coup, Ouais. même sur le tard. Sur le tard. Bah justement, c'était la prochaine question parce que pour avoir discuté un petit peu avec ton entourage, la transition Freka F3, elle n'a pas été simple non pas sur Non. une question de niveau, mais je pense qu'on peut qualifier ça de miracle que tu sois en F3 je pense, ouais. parce que pour expliquer entre la fin du Freka et la F3, t'as pas de soutien financier, t'as plus de soutien financier Non, et ouais. t'as plus vraiment un plan financier qui te permet d'avoir une transition de suite de carrière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qui te vient en aide? Et ben ce qui se passe, c'est que on est tard, on est à Barcelone et Quel mois à peu près là là dans on est l'année? en octobre, je crois. Ah oui, C'est fin d'accord. septembre. Ouais, fin septembre. ouais. Donc là, normalement, en F3, tout est signé en fin août. Mhm. Alors déjà, on est un peu tard, on n'a rien signé, on n'a aucun contact. Mhm. Et donc déjà, première difficulté, on va dire qu'une saison de Freka, à cette époque-là, t'étais aux alentours, quand t'étais un bon pilote, t'étais aux alentours de 350, 600 000. Mhm. Et la saison d'F3, Par exemple, Art Grand Prix, c'était du 600 vu que c'était une bonne équipe. en F3 ou en Freka. En Freka, non, ça, en fait, ça dépendait des pilotes. Hein, Ok, mais ouais. la fourchette, là, c'est fourchette des bons pilotes, justement, en Ok. basse. Mais Si ouais, t'es un mauvais pilote, mon dieu, toi t'as le million quoi. bah, il y en a, oui, Pas je loin, pense, ouais. pas loin, ouais. Et donc, justement, tu passes de ça à la F3 où t'es plus sur entre 1 million et 1,5 million. Voire, genre, il y a des prix à 2 millions, quoi, Ouais. l'année dernière. Donc, le step, c'est le double. Mais là, c'est trop. ouais, Ouais, too c'est much. trop. Et donc là, justement, moi, j'ai toujours eu le contact d'Alex, donc Muliez. Donc, moi, je l'ai connu par mon ancien coach qui s'appelle Denis.
Il m'a dit de l'appeler, clairement. Il m'a dit appelle Ouais, Alex. allez, t'as rien à perdre. Voilà. Ouais. Et donc on s'est rencontrés à un café, ça a direct bien marché. Et puis du coup il m'a suivi sur ma deuxième année de Fréca, Mhm. un peu financièrement. Et puis la F3 vraiment encore plus pour qu'il me permet de la faire. Ouais. Alexandre Mullier qui est aujourd'hui copropriétaire et président du FC Versailles. Héritier également, on peut clairement le dire, de la famille Mullier, bien sûr pour les magasins Auchan. C'est vraiment lui, entre autres, qui a sauvé ta carrière, parce que Ouais, là on peut ouais. parler vraiment de sauvetage, de mission de sauvetage. Clairement. Ouais. Bah, si j'avais pas eu lui, c'est sûr que on n'aurait plus jamais signé le contrat et du coup jamais faire la saison d'F3 derrière. Ouais. Après, je te cache pas, je lui ai demandé est-ce que tu peux me dire un truc sur cet épisode avec Sandro pour Push Tap, et il m'a répondu dis-lui que je l'ai battu au paddle. Voilà, c'est tout. Ouais, il est fort en sport de raquette en vrai. Ouais. On a même au tennis, il était assez chaud. J'étais plus proche de le battre au paddle qu'au tennis, mais après quand on a fait le karting avant, il a pris Bah cher. voilà, y a pas photo. Il y a The Grid également qui arrive à ce a moment-là. commencé à te soutenir, une agence qui te représente aujourd'hui. Ils t'aident également à trouver des sponsors, et encore mieux, ils arrivent donc à te placer en 2025, pour 2025 en F3, fin 2024 chez MP Motorsports. Et en fait, j'ai l'impression que c'est tout à ce moment-là qu'il y a véritablement un vrai entourage sport auto Ouais. qui se met en place pour t'accompagner dans ton évolution. Ouais, il y a toujours eu le contact avec Guillaume parce qu'en fait, donc Guillaume qui est The Grid, en fait, le premier contact qu'on a eu, c'était fin de la F4 France. Ouais. En fait, j'avais un casque pas carbone, donc ça coûte 500-600 euros, Mhm. et le casque carbone qui coûte 6000 euros. Ok. Donc c'était Mhm. compliqué pour moi déjà de lâcher 6000 euros, une saison Oui, déjà d'un de coup. tight Mhm. budgétairement. Et je m'en souviens, Denis, il connaissait bien Pierre, et a demandé si on pouvait pas avoir un petit prix avec Belle. Et donc c'était le premier contact qu'on a eu avec Guillaume, du coup, qui nous faisait les mails un peu. Et après fin 2023, donc pareil, il parle de comment je vais faire ma saison, machin, Ouais. comment ça s'organise. Août, il commence à nous prévenir il reste plus beaucoup de place en F3, machin. Et puis c'est lui qui arrive à nous mettre chez MP derrière. Mm. Et donc du coup j'ai rejoint. Ce qui est pas une mauvaise équipe en plus, MP Ah non, Motorsport, au final, c'est plutôt une très ouais, bonne ouais, équipe. au final, on ouais. s'est quand même bien, on va dire, démerdé. Ouais. Parce que là on était. Et voilà. Ouais. Donc après, c'est là où je rejoins aussi The Grid dans la fin d'année. Ouais. The Grid qui a également Isaac Adjar, Pierre Gasly, Kouchmaini aussi qui est également là-bas, donc Enzo Delini aussi également, donc il y a énormément de Ouais. bons pilotes qui est aujourd'hui du côté de chez The Grid. Saison de F3, tu passes, tu te confirmes pour une place chez MP Motorsports pour cette saison aujourd'hui qui s'est terminée. À quel point il y a un step-up dans l'environnement, j'ai envie de dire, Freca, et là FIA F3. Le setup, le premier, c'est que tu passes sur des week-ends F1. Donc il y a une Ouais, énorme c'est exposition énorme. TV Ouais, énorme. que t'avais pas en Fréca, même Ouais, dans ça. Et puis il y a même, sans tu précédent dans ta vas à carrière. Melbourne, quoi. En Afrique, Oui. au maximum, tu vas en Hongrie, quoi. J'avoue. C'est 2 heures C'est d'avion. vrai que c'est très récent qu'en plus que la F3 et la F2 aussi Ouais, aillent à bah, Melbourne. Melbourne, ça. Bahreïn, hein, c'est pas à Ouais. côté non plus. Monaco, enfin, les circuits de ouf, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est le premier truc. La voiture qui est vachement différente. Et techniquement, c'est vraiment Ouais. dur. Faut après gérer dégradation des pneus, tous les systèmes pour le départ. Ouais. Puis il y a les réglages un peu plus pointus qu'en Freca encore. On a plus d'ingénieurs, plus de mécanos. Puis voilà, et surtout l'exposition, ouais, en vrai, je dirais. Ouais. C'est quelque chose auquel on t'avait préparé, cette exposition. Pas Non, vraiment. il fallait s'adapter sur le tard. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça en fait. La seule adaptation que tu peux avoir, c'est quand tu y es vraiment, quoi. Donc, Sur la piste, ça va parce que tu restes dans le top 10 en début de saison, à l'exception de l'Australie. Tu es très transparent là-dessus, mais tu as pu faire des erreurs par-ci, par-là sur le début de saison. Comment tu juges d'ailleurs ce début de saison ? début de saison avec un gros rythme, honnêtement, surtout en course. Un peu plus de mal en qualif pour l'équipe globalement. Mais pareil, j'ai pas mal de problèmes en début de saison. C'est pas vraiment allé de notre sens. Par exemple, je parle de quoi ? À Melbourne, on n'a pas de DRS. Donc déjà sur une Melbourne où t'as 4 zones DRS, de pas avoir le DRS, c'est compliqué. C'est terminé quoi. Bah c'est terminé, mais voilà, le problème c'est que moi justement j'ai essayé de compenser ça et donc j'ai encore plus piloté au-dessus de la limite et du coup bah je me retrouve 13ème alors que mon coéquipier qui a pas le DRS je crois qu'il finit 5ème parce qu'il surpousse pas avec l'expérience de la deuxième année. Bahreïn, je suis P2 après les 2 premières runs en qualif. 3ème run, ma voiture démarre pas, donc je me trouve dernier du peloton. Je chauffe du coup comme un imbécile, clairement. Et du coup, bah, je fais 9ème. Je suis le seul qui améliore pas, mais je fais quand même 9ème, qui est un miracle. Ouais. Parce qu'à Bahreïn, en fait, en F3, il y a que le dernier run qui compte. Parce que c'est avec l'amélioration de la piste et tout. Tu gagnes 5 dixièmes par run. Et donc là, j'étais P2, heureusement. Et je suis le seul qui améliore pas.
Du coup, je finis quand même 9ème. Pareil, Imola, je suis très bien. Je pense que je peux facilement faire un top 3. Je fais une erreur à Cominare, je mets dans le bac. En fait, tu sens que le potentiel est clairement, que la performance elle est là, mais il manque clairement ça. de la concrétisation, le clutch. Voilà, dessus, c'est quoi. ça. Genre, et puis ça commence à venir. Monaco. Donc là, Monaco, c'était plus. C'était pas vraiment moi, on va dire. C'était que en fait, je prends le red flag sur tôt dans la session. Donc j'étais un dixième, on mis la pole au 2 dixièmes. Et alors que je fais violer secteur 1. Et le secteur 2 il commençait très bien sur la date on avait vu. Red flag, et puis après, je peux pas refaire de tour. Bon, Monaco, donc voilà, c'est fini. Et après, voilà, Barcelone, ça se passe bien. Ah, tu fais un super départ à Barcelone. Ouais, bah deux fois. Ouais. Donc j'ai bonne qualif, déjà bonne FP, P2 à la FP, P6 à la qualif. Première course, je finis P6 alors que voilà, on a un manque de chance là sur cette première course. Je pars P7, je me retrouve P2 après 3 virages limite. Et mon coéquipier pète la suspension, il m'emmène avec moi, je me retrouve P11. Et tu t'arrives à finir. Ouais, je repars. C'est relance safety car, j'en double 2 à l'extérieur, T4, T5. Donc ça c'était vraiment l'un des meilleurs dépassements de ma vie, je pense. C'est l'un d'être une catégorie à la F3 que je trouve plus plaisante à regarder que la F2, même parfois plus que la F1 aussi, il faut le dire. Parce que tu sens que les pilotes s'éclatent, quoi. Ils adorent rouler là-dedans. Et donc après je remonte P6 ou P7, je sais plus. Le lendemain, je pars P6, je me retrouve P4 après le premier virage. Il y a un mec qui va sur les bords, il s'éclate, il me rentre dessus, du coup je me retrouve dans le bac, mais je finis quand même P3. Donc on a concrétisé, mais je pense qu'il y aurait pu quand même avoir un mieux, parce que je pense déjà la sprint, je pense qu'on peut la gagner s'il n'y a pas ce pépin du coup. Dans cette saison, tu en as parlé, mais quand même le Grand Prix de Monaco. Il me semble que tu avais fait déjà une autre course urbaine avant, c'était Pau. Peut-être, Pau. Course historique, et surtout c'était la toute première fois que tu allais à Monaco. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'était rencontrés à Monaco. Ça faisait quoi de découvrir un peu la principauté, le fait déjà dans un premier temps de rouler bien sûr sur le tracé, mais juste de voir l'environnement de Monaco. Bah déjà c'était ouf déjà, parce que déjà le paddock de F3 est assez loin, et du coup tu roules dans la ville pour rejoindre la piste avec la F3, c'est marrant. Quasiment 2 km. Ouais, c'est marrant. Rendez-vous compte que dans Monaco, alors le paddock en fait est en France, à Beau-Soleil il me semble, au Country Club, là où il y a le tennis de Master 1000 à Monaco, de Monte-Carlo. Et donc en fait tu sors du paddock, vous sortez du paddock, et en fait vous avez 2 km à faire avant d'arriver sur la voie descendre. L'ambiance est folle parce que là t'as les gens un peu qui regardent, ils sont il y a trop qui passent. Incroyable. Non, mais dis-toi que à Monaco, sur la dernière course, moi je suis dans la voiture de tête. Donc, et moi je suis dans la voiture de tête avec celui qui emmène les voitures de F3. Vous bombardez pas tellement, mais en fait lui il est obligé de bombarder, sinon pour éviter que vous caliez derrière. Et j'étais en train de me dire, mais non, on l'utilise un peu, hein. Obligé, du coup on l'utilise un peu pour chauffer un peu les freins, tout ça, donc on l'utilise quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'était hyper impressionnant, c'était absolument incroyable de faire cette expérience d'être dans la voiture de tête. Mais et à Monaco en plus, si je me trompe pas, tu fais 4ème en sprint, 10ème en course principale. Pareil, week-end compliqué parce que au rythme, je m'en souviens de l'AFP, donc j'avais jamais roulé à Monaco. Et puis je suis 2ème toute la session, sauf qu'après je mets les softs, c'était un peu plus compliqué. Qualif, ça part très bien, comme je dis, le tour où il y a drapeau rouge, je fais secteur 1 violet, donc je partais sur un gros tour. Je pense qu'il pouvait jouer les 3 premières places. Donc red flag, le départ, je pars premier du coup de la sprint, et on fait un mauvais choix de l'embrayage sur le volant, 4ème, et après la course longue qui était plutôt pas mal, on partait 12ème et on finit 10ème, donc avec des dépassements à Monaco, donc ça dépasse à Monaco avec des F3. Hein. Ah bah F3 c'est clair. Il y a eu pas mal de dépassements pour être honnête, dans les épingles tout ça, donc voilà. Mais c'était un week-end assez dur parce qu'on avait vraiment beaucoup de performances. Je reviens sur le week-end de Barcelone, est-ce qu'il y a une différence entre le Sandro avant le podium et le Sandro après le podium, en termes de pilote, en termes d'accomplissement, j'ai envie de dire? Non, je pense pas. Je pense que le gros déclic a été Monaco, vraiment concrétisé. Et puis après, voilà, depuis Monaco, les départs ont été toujours nickel. Parce que vraiment, on s'est vraiment concentré dessus. Et non, après, je savais qu'on avait le rythme et qu'il fallait juste concrétiser. Mais non, il n'y a pas énormément de différence. Je pense que tu apprends tous les week-ends, donc forcément, tous les week-ends, c'est différent. Mais je dirais pas que j'ai appris plus après Monaco, plus après Barcelone que moins. D'ailleurs, après, au moment de Barcelone, c'est un moment important
parce que j'apprends que ton entourage est contacté par des équipes de F2 après Barcelone à ce moment-là. Ce qui est très flatteur forcément pour ton niveau parce que ça peut rajouter aussi une pression. Comment toi tu as géré le fait que des équipes de F2 te contactent et surtout comment tu as réussi à rester lucide pour ne pas aller trop vite? Bah oui, je savais qu'il y avait forcément. En fait, surtout que tu enchaînes, d'ailleurs je rajoute, mais avec une deuxième place en Autriche, ton meilleur résultat. Ouais. Et bah en fait oui, il y a des comptes, enfin, tout le monde se parle un peu, c'est vraiment un petit paddock. Et donc on a des options en F3 dans les bonnes équipes, on a des options en F2. Et donc ça parle, donc moi je suis pas vraiment concentré sur ça parce qu'on est encore tôt dans la saison, on a fait 5 meetings. Donc moi je me concentre sur ce que j'ai à faire, donc c'était Spielberg et finir ma saison bien, même si je sais que la F2 est en option. Mais... Ah, tu finis avec 67 points dans le top 10 en plus. Ouais. Même si voilà, la fin de saison était encore compliquée. Spielberg, je fais un podium, deuxième. Mais la course longue, pareil, je prends l'anti-calage quand je monte sur la banane. Ouais. Donc je pense qu'on aurait pu finir top 5 facile. Donc il y a eu ça. Et puis après, on a quand même manqué de performance au global. L'équipe depuis après Silverstone. Mon coéquipier est Tramis, mais 0 points. Moi j'en mets peut-être 15. Mon autre coéquipier en met peut-être 5. On a vraiment eu un peu de mal parce que déjà d'une, sous la pluie on avait beaucoup de mal. Donc les trois courses, donc Spa, Hongrie, Silverstone étaient sous la pluie. Donc on n'avait pas de performance dessus. Et voilà, après il y a des trucs qui se copiaient pas très bien et puis un peu de difficulté en qualif. Donc je dirais que c'est pour ça qu'on a manqué un peu de points sur la fin de saison. Je pense qu'on aurait pu finir un peu, parce que je crois après l'Autriche je suis 5 ou 6 du championnat, je crois. Oui, il me semble, ouais. Enfin, je suis vers là. Et donc, il y avait encore l'occasion de faire bien. Et donc, c'est dommage qu'on a perdu un peu ce rythme. Et du coup, la lucidité par rapport aux équipes de F2, tu te dis c'est possible, mais non. Ça restera trop juste par rapport en termes de budget. Ouais, c'est surtout ça, le terme de budget. Parce que il y en a qui finissent derrière moi au championnat et qui montent en F2. Donc, bien sûr. C'est surtout niveau budget qui était impossible. Vaut mieux refaire dans une bonne équipe, faire un meilleur résultat clairement, et après passer en F2. Vu que les week-ends de F3 sont avec les week-ends de Grand Prix de F1, ce qui rajoute forcément à l'exposition et la notoriété dont on parlait juste avant, est-ce que tu as pu discuter un peu avec les pilotes qui étaient en Formule 1 forcément aujourd'hui, que ce soit Gasly peut-être en particulier? Est-ce qu'il y a une sorte de relation qui s'est créée à partir de ce moment-là ou même un petit peu avant? Alors en meeting de F1, quand il y a la F1, F2, F3, se voit pas du tout, alors personne se voit. Moi je vois que les pilotes de F3, F2, mais sinon c'est compliqué de voir tout le monde, donc non, je l'ai pas énormément vu. Donc en fait c'est plutôt hors piste. Ouais. Il peut y avoir. Mais pareil, on les croise, tout le monde est débordé en fait, donc c'est compliqué de se voir comme ça, donc non, moi je côtoie beaucoup les pilotes de F2, F3, soit Victor, Samy, je sais pas, tous les pilotes de F3, mais les pilotes de F1, déjà c'est pas le même paddock, ils sont toujours en train de travailler, rouler, donc c'est compliqué de les voir. Sur le calendrier F3 qu'il y a pu avoir en 2025, quel circuit t'as vraiment kiffé? Où tu t'es dit Oh, il y en a pas mal, hein. Déjà la découverte de Melbourne était exceptionnelle, parce que c'était vraiment pas mal. Bahreïn, honnêtement j'ai bien aimé. Pareil, parce que je pense que c'était un nouveau circuit, je pense qu'au bout de 5 ans ça commence à être un peu... Oui, tu fais le tour d'Europe quoi. Ouais, voilà. Ça va. Monaco. Honnêtement j'ai eu beaucoup de circuits que j'ai kiffé, hein. Je pense que... Donc en fait t'aimes bien découvrir les circuits? Ouais, et même Imola, tu vois, Imola qui est un circuit qui était déjà au calendrier, en F3 j'ai trouvé que c'était un kiff. Silverstone incroyable, enfin en vrai tous les circuits j'ai kiffé. S'il y en a un peu moins, non même pas en vrai, tous incroyables en vrai. Déjà la voiture c'est vraiment un kiff à conduire. Ah si, peut-être Barcelone, j'ai moins kiffé. C'est un peu, après moi son avis, je m'ai jamais roulé dessus mais ce serait répétitif quoi. On fait tellement... Essais hivernaux, toutes les catégories roulent sur ce circuit, toutes les catégories fait les essais hivernaux, donc Tu rempiles pour une nouvelle saison de F3 l'an prochain. Est-ce que ça a été acté très tard ou... Attends, t'as fait tomber le... C'est ce que je me disais. Il l'a fait tomber. On se disait avant, c'était sûr qu'il allait le faire tomber. Enfin, Jean-Luc Moncet aussi, le pauvre. Mardi, il l'a fait tomber beaucoup. Du coup, je disais, tu as rempli pour une nouvelle saison de F3, toujours avec MP Motorsports. Est-ce que ça a été acté très tôt cette saison? Parce que l'annonce, elle a été arrivée après la saison. Mais est-ce que ça a été acté très tôt finalement ou... Non, ça a été acté assez tôt, c'était en août.
Donc c'était Ouais, plutôt d'accord. normal en vrai. Ouais. C'était pas super tôt, c'était pas super tard, c'était dans la normale. Ouais. Et puis par contre j'ai été annoncé assez tôt quand même, hein, parce Ouais. que dès la fin de mon âge j'étais annoncé. Ouais. Ce qui est assez rare, souvent ils attendent un peu plus, mais non, c'était on va dire dans la normale. Ouais. T'as notamment fait des essais à Silverstone il y a quelques semaines aussi. Ouais. C'est quelque chose aussi d'intéressant à aborder, la question des essais hors week-end de course. Certains ne peuvent pas les faire par manque de moyens financiers, et là, tu as pu les faire grâce au soutien également de Williams. Bah, Est-ce que c'est quelque chose qui te soulage énormément, notamment ce genre de questions? bah j'ai pu faire un test de GP3, parce qu'on bien sûr on a des tests de fin de saison, donc là tout le monde est obligatoire, tout est obligé d'y aller. Et puis les tests GP3, donc ça c'est des tests pas obligatoires. Ouais. Donc ceux-là, ouais, c'est rare que j'en fasse. C'était mon deuxième de ma vie. Enfin mon seul cette année. Ouais. Et il est assez rare quand t'as pas beaucoup de budget. Donc là j'ai MP Motorsport et Williams qui ont fait un effort pour que je le fasse. Ouais. Parce qu'ils croient en toi, hein, les deux parties croient en toi. Et donc parce que voilà, si je prends les autres, il y en a des autres pilotes, ils ont fait déjà 10 jours de plus que moi sur les anciennes voitures, mais bon. Moi je pense que déjà budgétairement on peut pas les faire. Ouais. Et si t'es juste au niveau budget, il n'y a pas intérêt à faire autant de roulage, je pense, avec les anciennes voitures. Faut être efficace sur les essais ouais, voilà, tout de suite, quoi. Saison passionnante d'ailleurs qui arrive en 2026 parce qu'il y a un beau plateau en plus avec Enzo Dellini, Taito Kato, Théophile Nael aussi également, Freddy Slater, Noah Stromsen ou encore Hugo Gochoku. Quels objectifs tu te mets toi pour l'année prochaine, parce que chaque deuxième saison de ta carrière ça a été un très bon niveau ensuite pour bien évoluer? Gagner. Un mot, en vrai, simple. Gagner. Non, en vrai, c'est l'objectif parce que la F2, voilà, on double encore le budget, clairement. Ouais. Donc, faut que tout le monde croit en moi. Donc, la seule manière, c'est. Même si on gagne pas, déjà, c'est j'ai deux très bons coéquipiers. En tout cas, Taponen, qui est toujours vu comme la star finlandaise, soutenue par Ferrari, qui est 2 fois champion du monde de kart. Vraiment un excellent pilote. Mon coéquipier qui a gagné la F4 et Formule Renault première année, qui est chez Red Bull. Donc déjà donc les battre. Et puis si on gagne pas, voilà, d'avoir la manière, on va dire, de se battre pour le titre jusqu'à la dernière course, même si on gagne pas, au moins de montrer qu'on a le niveau. Et je pense que voilà, même si l'objectif reste de gagner. Ouais. Puis aussi très gros calendrier avec un nouveau venu au calendrier de F1, le Grand Prix de Madrid, où sera également la F3 pour clôturer sa saison. Est-ce que c'est un circuit où en fait finalement t'as hâte de rouler parce que personne n'aura roulé avant sur celui-ci? Ouais, c'est sûr. Moi en plus je pense que je suis bon à m'adapter sur les circuits que je connais pas. Donc oui, après on n'a aucune info de comment il tourne. Si on a des petites infos sur les vidéos YouTube, mais personne n'a le tracé. Donc après j'avoue que tu sais pas si t'as vu la vidéo du tracé qu'ils ont présenté au reveal. Ouais, j'ai vu un peu, mais non, mais ils ont présenté une vidéo officiellement, hein, avec la voiture qui se plante. Ah ouais. C'était très drôle. Exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, bah bon, en tout cas comment le Grand Prix de Madrid se fera l'an prochain. Ouais, puis je pense que l'ambiance et tout va être sympa. Ouais, à Madrid et tout. Mbappé va venir et tout. Point important, mais durant 2025, tu as effectué en 2025 des essais dans une autre discipline. Ouais. En Formule I, les rookie tests à Berlin avec Lola Yamaha, surtout que tu as roulé dans la Gen 3 Evo. Qui est la monoplace la plus rapide de l'histoire FIA, avec un 0 à 100 en moins de 4 secondes, en 3 secondes et quelques, je crois. 0 à 100 2 secondes, je crois. Hein. 2 secondes, ouais, pardon. 1-9, ouais. C'est un championnat que je suis énormément, le championnat du monde de Formule I. Est-ce que l'adaptation au comportement du monoplace électrique, comment tu l'as géré? C'était quoi tes ressentis? Est-ce que tu passais du thermique au électrique? Donc c'était s'adapter à un univers totalement différent. Bah déjà c'était assez long parce que je rentrais de Silverstone, je suis direct allé à l'usine le mardi. Et donc du mercredi au lundi d'après j'étais avec eux. Donc j'ai fait le mercredi, j'ai fait un peu l'installation dans la voiture. Avec le simu jeudi et vendredi de mémoire. Ouais. Vendredi j'ai pris l'avion dans l'après-midi pour me rendre à Berlin. Ouais. Et à Berlin, bah voilà, je suis allé à l'hôtel. Non, je suis allé à l'hôtel direct. Après, voilà, 2 jours de week-end que j'ai passé avec eux pour bien apprendre un peu la voiture. Puis dès le soir, le dimanche soir, remonter dans la voiture. J'ai préparé vraiment parce qu'ils étaient un peu pris sur le samedi dimanche avec les ingés. Et puis le roulage le lundi. C'était comment un peu dans la voiture? Non, c'était pas mal. Honnêtement, je suis vite habitué. Sur un tour qualif, j'étais assez performant, je pense. Même si voilà, ça change. C'était le jour et la nuit, honnêtement, entre la F3 et la FE. C'est ouf, hein, la différence. Et puis après, l'équipe voulait plus utiliser ça pour un test que vraiment un test pour les pilotes.
plutôt un test pour la voiture. Mhm. Parce que, ouais, c'était en difficulté. Ouais, Je le crois que là. c'était le dernier championnat. Ouais. Bah, elles le sont. Voilà, après, c'est la première course là maintenant, mais là, ça va un peu mieux en termes de performance. Mais bon, mais ouais, c'est pas. C'était Mais pas ouais, fou, du hein. coup, c'était plus un test. Et puis, je pense que l'équipe était contente des 2 pilotes qu'on avait. Bon, Mhm. en plus, c'était la première fois que je retrouvais mon rivaux de F4. À qui il avait fait 2ème du championnat de F4 France en 2022. Donc, c'était la première fois que je le retrouvais. C'était qui déjà? Hugh Attends. Barter. Ok. Et donc, on a fait du bon boulot. Et puis, l'équipe était vraiment satisfaite. Donc, Ouais. Alors je sais ton objectif numéro 1 c'est la Formule 1. Ouais. Je pense que tu vois la question là où je vais en venir. Cependant, si cette finalité de la F1 ne peut pas se faire, on voit que Théo malheureusement il a le talent pour être en Formule 1 pour cher. Il n'a pas pu être en Formule 1, ou du moins à l'heure actuelle. Nick De Vries par exemple est venu en F1 mais ça a été très très dur alors qu'il était champion de F2 auparavant. Est-ce que tu étudies déjà avec ton entourage des plans en dehors de la finalité F1, que ce soit IndyCar, WEC ou peut-être Formula E qui, il faut le dire, paye très bien aussi ses pilotes? En fait, je sais pas si on les étudie, mais on connaît les plans. Ouais. On va dire, on a déjà vu les pilotes aller dans différentes catégories, donc je pense qu'il y a 3-4 gros trucs. Donc si tu arrives pas en F1, t'as soit la GT, Endurance, Le Mans, Hypercar, tout ce profil-là. T'as le Japon, Super Formula, GT Oui. 500. Jack Doohan est parti voilà. là-bas. Bon, il s'est craché 2 fois en essai, mais il est parti là-bas. Et puis t'as l'Amérique, l'IndyCar. Ouais. Donc je pense que t'as 3 gros plans. Et la Formula E. Donc je pense que l'objectif est toujours aller. Bien sûr, l'objectif c'était aller en F1. Et après, voilà, on verra plus tard ce qu'on pourrait faire derrière. Tu regardes d'autres disciplines au-delà de s'intéresser du point de vue est-ce que je peux aller là-bas, mais juste regarder tout court des disciplines genre le WEC, IndyCar, WRC déjà je regarde la F1, F2, F3, F4, Freca. Après toujours la Freca aujourd'hui? Ouais, la Freca, ouais. Okay. La F4 un peu moins, mais la Freca, ouais, parce que voilà, j'avais des potes qui étaient encore dedans. Non, après je regarde l'Indy 500 pour l'IndyCar, je pense que c'est la seule course où je regarde vraiment à fond. Ouais. Je regarde les 24 heures du Mans, je pense que aussi c'est la seule où je regarde vraiment à fond pour le WEC. Et après c'est à peu près tout, je dirais. Je regarde beaucoup de monoplace, donc c'est le seul. Ouais. Je rêve curieux de savoir ton avis sur la saison qui vient de se terminer. On en parlait un petit peu au début du podcast, mais tu t'as dit que tu regardais la F1, mais là cette saison elle a été absolument passionnante. Est-ce que d'ailleurs sur les week-ends de F3 t'as le temps de regarder un peu Oui, t'as le temps. Déjà que nous, la F1 passe toujours derrière après nous. Ouais. Donc, déjà le vendredi, on fait la FP et en fait, la F1 est juste avant nous la qualif. Donc là, tu regardes pour voir s'il y a des trucs qui ont changé. Je trouve qu'avec la F1, tout peut. À chaque fois, ça change. Et donc, on regarde la FP3. Après, pareil, le samedi, du coup, vu que t'as fini la Sprinto, tu regardes la F1. T'as rien à faire. Puis le dimanche, t'as rien à faire, tu regardes la F1. Bah oui, tu vas genre à Spa, la course elle est à 8h, bon bah... Ah bah moi j'étais déjà chez moi, je pense que j'ai regardé la F1 limite. Non, à Barcelone quand j'ai fait le podium, je suis arrivé avant la fin de la course et j'étais chez moi quand la course se terminait. C'est incroyable ça. Ah ouais, j'ai kiffé. La kiffance. Incroyable. J'avais l'avion à 13h je crois. Ah oui, 13h50 je crois. Ah oui, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais genre quand t'es paddock F3, faut se lever tôt. T'as pas forcément, déjà tu te lèves tôt, mais t'as pas forcément accès aux tribune F1, tu peux pas, t'as pas un endroit pour regarder la F1 quoi. Bah, on peut, mais ça dépend des endroits, des circuits. Honnêtement, je trouve que déjà j'ai suivi 10 meetings sur la saison, donc j'ai assez le temps de les voir en direct, et puis on les voit mieux à la télé, pour être honnête. Donc, ça c'est vrai. Voilà. Cette année, entre la remontada de Verstappen, Piastri pas loin du titre sur sa 3ème saison en Formule 1 et la couronne pour Norris, t'as pensé quoi de cette saison? Non, je pense que c'était une saison plutôt divertissante. Je pense qu'avec 2024 déjà le milieu 2024 était déjà pas mal, mais après les années 2022-2023 qui étaient vraiment, on va dire, ennuyantes. Bah c'était l'hégémonie Max. C'était Max et puis. On avait un espoir limite, de Leclerc en début 2022. Ouais. Puis limite, je dirais que en fait la domination de Lewis n'était pas autant. Moi j'en souviens quand Lewis dominait, il y avait forcément un Vettel qui gagnait une course, un Ricciardo qui gagnait une course. Là, Max en 2023, c'était Perez, Max. Après, t'avais un Sainz exceptionnel. 2023, c'est la seule course en Red Bull qui est que ça ne gagne. Donc, c'était vraiment ennuyant. Et puis, même début 2024, c'était que Max. Heureusement que Norris et Leclerc ont commencé à retitiller un peu Max. Mais après, cette saison, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Il y a eu une bagarre. Et je trouvais qu'il n'y a pas eu assez de bagarres en piste.
Pas comme à la tu sais Hamilton qu'entre- Verstappen. Entre Norris et Piastri, ne serait-ce que ça, moi j'ai pas vu énormément de batailles en piste, ce qui Ouais, m'a un j'avais peu vu frustré. Et surtout qu'il y a un moment qui aurait pu très mal se terminer. C'était en Autriche. Ouais. Où Piastri il a fait dégommer 2 fois. Ouais, Norris. mais c'était pas non plus des grosses bagarres, on va dire. Ouais. Alors que, je sais pas, quand tu repenses même au Norris en 2024 avec Verstappen, ça se bagarrait quand même plus. Un Hein. accrochage Red Bull, Red Bull Ring. Bah ouais, avec Red Bull Ring, t'as eu le, je sais plus c'était quoi, Mexique où il se chauffe là, où Verstappen il prend 20 secondes. Mm. T'as eu d'autres trucs, hein, on s'en Ouais. plus trop, mais Kota où c'était un peu chaud, où il y en a un qui prend 5 secondes. Donc je sais pas, moi je trouve qu'il manquait un peu. En fait, c'était une bataille un peu à distance. Mhm. Genre en mode, tu regardais les points, tu voyais qu'ils étaient serrés, mais bon. Ouais. Euh, Justement, tu parles de Verstappen, il avait 104 points de retard pour échouer à 2 points seulement du titre. Ouais, ça c'est ouf. Est-ce que c'est. Bah, j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que c'est le meilleur pilote du monde aujourd'hui pour toi? Oui, je pense. Ouais. Je pense, même si je suis jamais objectif parce que je suis plus Team Hamilton, mais je pense que ouais, je suis le plus complet, ouais, je pense, à ce moment-là. Il t'inspire quand même beaucoup Verstappen aujourd'hui. Bon, tous en vrai, hein, Ouais. tous. Ouais. Il a plus de qualité que de défauts, mais il aura forcément des défauts. Mais ouais, c'est sûr qu'il a énormément de qualité. Non, mais après, on va dire que tous les pilotes, que ce soit Lewis, Charles, Verstappen, Norris, tu peux prendre des exemples sur tous. Ouais. Quand du côté de Piastri par exemple, du point de vue de pilote, comment t'expliques sa chute vertigineuse de points d'un coup, enfin de performance? Il y a eu 2 crashs en Azerbaïdjan en moins de 24 heures. Comment toi tu t'arriveras à l'expliquer? Je pense qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a que lui qui le sait vraiment, je pense, et son entourage proche. Mais je pense que la F1 c'est super politique, donc je sais pas s'il dit vraiment la vérité sur ce qui se passe ou quoi. Donc aucune idée de pourquoi il a chuté autant. Aucune idée. Comment tu l'analyses au-delà de la bataille pour le titre, mais la saison de Williams aussi? C'est une saison historique. Hein. La remontée de James Vowles du côté de chez Williams, c'est exceptionnel. Là, on a terminé 6ème au championnat du monde, derrière Aston Martin, et 6ème d'ailleurs assez convenablement. 6ème? C'est pas 5ème? 5ème. Alors Aston Martin. Ah non, bah non, Aston Martin est derrière. Ouais, derrière. Non, mais donc 5ème, saison encore plus historique. Ouais, J'avais l'habitude de toujours avoir Aston Martin 5ème, mais c'est vrai qu'ils ont fait une mauvaise saison, Aston. Non. 5ème place pour Williams, là, c'est avec double podium pour Carlos Sainz aussi. Bah, je m'en souviens déjà, le gros renouveau c'était 2000. Je m'en souviens, James est arrivé en 2023. Ouais. La voiture marchait bien, mais elle marchait beaucoup en ligne droite. Ouais. Et ils avaient un setup comme ça. Et en fait, James voulait changer ce truc de juste être vite en ligne droite. Il voulait juste partout, quoi. Ouais. Il voulait jouer devant, quoi. Et donc, lui, donc 2023, je m'en souviens, il y a des mecs qui savaient même pas doubler Albon avec le DRS et tout, parce que tellement il allait vite en ligne droite. Et lui, il a changé un peu la philosophie de la voiture. Direct 2024, il a dit bon, on arrête avec ça, faut passer sur une voiture qui marche vraiment dans les virages, machin. 2024, c'était compliqué parce que voilà, transition un peu avec une voiture plus normale. Ouais. Même si la fin de saison c'était plutôt pas mal, même s'il y a eu pas mal de crash déjà avec Colapinto, Albon. Fin 2024, t'as Sargent qui est remplacé par Colapinto. Mais ça marchait quand même déjà mieux parce que à Monza ils mettent des points, Bakou ils mettent pas mal de points, Vegas ils font une belle performance, je crois. Ouais. Donc c'était de mieux en mieux. Et puis 2025 ils apportaient, moi je m'en souviens, ils en parlaient, ils avaient quoi? Ils m'ont dit on a des petites améliorations, rien de ouf. Je crois que on va gagner 4-5 dixièmes. Ouais. Au final, ils ont réussi à avoir une voiture, un gain de ça, plus facile à régler. Ouais. Et puis voilà, je pense que Carlos a fait un très très bon boulot aussi. C'est vrai que c'était là où j'allais en venir. Je me dis, mais ils ont réussi à récupérer Carlos Sainz, qui est certainement l'un des pilotes les plus intelligents dans la gestion de course et dans l'évolution de faire évoluer une voiture. Williams, là, ils ont un duo de pilotes qui est extrêmement fort, et surtout un pilote comme Carlos Sainz. Excellent metteur au point. Ouais, je pense qu'il a bien aidé. Et puis voilà, je pense qu'à la fin de saison, il a été très en forme. C'était dur un peu le début de saison. Mais là, il était super en forme. Faire un podium au Qatar, je trouve que c'est vraiment en plus. C'est vraiment en plus un circuit là-bas où c'est vraiment la caisse joue beaucoup. C'est des longs virages et tout. Puis même, il a fait podium où? C'était Bakou. À chaque fois, j'oublie. Bakou, si, Bakou. Ouais, Azerbaïdjan, Bakou, il fait podium en sprint à Kota. Kota, ouais. Kota, il y a 2 crashs des McLaren, c'est vrai. Genre, je trouve que la fin de saison, il avait fait vraiment strong. Et puis, l'année prochaine, en plus, moteur Mercedes. Donc, d'ailleurs, c'est fin 2026, on en parlait un petit peu avant l'émission, mais beaucoup de pilotes vont bouger avec la fin des contrats, ça c'est vrai. Mais déjà, ne serait-ce qu'avant ça, il y a l'aéroactive qui arrive. Total nouveau moteur avec 50% thermique et 50% électrique. On est dans une transition de réglementation qui peut peut-être faire peur. C'est sûr que moi je l'ai essayé dans le simulateur la voiture.
Sûr que c'est différent. De tout ce que tu as pu piloter auparavant? Non, c'est pas. Quand je dis différent, c'est différent de Ouais. la F1 de maintenant, mais Mm. ça freine, ça accélère et ça tourne à droite, ça tourne à Oui, gauche. ça Donc, arrive. Mm. non, c'est juste différent au niveau. Bah voilà, tout le monde le sait, je pense au niveau des moteurs, l'énergie, voilà, bah l'aéroactive, tout ça. Je pense que c'est plus les systèmes qui sont différents, mais la voiture en elle-même, je pense que. On m'avait expliqué que, par exemple, il n'y aurait que des nouveaux volants l'année prochaine. Tout le monde aura un nouveau volant tellement il y a Ouais, des parce que systèmes c'est un peu différents. style, bah justement, Formula I pour Ouais. bien gérer l'énergie. Et justement, moi je sais que Williams m'avait demandé des retours sur la Formula I pour savoir un peu comment ils faisaient pour gérer l'énergie en course. Ouais. Mais donc je pense que ouais, c'est l'énergie qui va être surtout un peu spéciale, même si je pense que la voiture est pas mal. Ouais, ouais. C'est quasiment, ouais. Mais effectivement. À voir comment ça va évoluer pour l'année prochaine. Mais, dernière question par rapport à 2026. Je l'abordais, mais la question des contractuels de tous les pilotes. Tout le monde va être impacté par des mouvements, de transfert. Est-ce que tu analyses déjà ce qu'il se passe en Formule 1 sur les situations contractuelles et pour t'imaginer une potentielle porte d'entrée? Non, je pense pas trop parce que c'est pas moi qui décidera de qui va Oui, partir oui. où. Donc l'exécutif, c'est juste de faire mon boulot, de faire des bonnes saisons, de gagner et puis espérer avoir une place en F1. Même si je sais que voilà, en fin 2026, il va sûrement avoir. Je pense que Alonso, c'est l'année. Si ça marche pas, je pense que ça sera Ouais, ça peut sûrement partir. la fin. La Hamilton aussi. Et puis je sais pas, hein, j'en sais rien. Donc à voir. À voir. Voilà, à voir. C'est le mot pour terminer. Voilà. À voir déjà les premières 12 courses. Bah déjà Jusqu'à- réussir une jusqu'à bonne la- saison de F3 aussi. Enfin, oui, bien sûr, se concentrer sur ça. accessoirement, Ouais, accessoirement. Non, mais déjà, Accessoirement, c'est clair. Mais ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé dans les questions ou un truc que tu aimerais rajouter? non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait un peu le tour de, Un peu le tour. de toute ma carrière. Toute ta carrière. Qui est jeune, mais il y a déjà beaucoup de choses. Futur, Mais c'est vrai ouais. que c'est un truc que moi je suis extrêmement admiratif de votre génération enfin de votre génération. Qu'est-ce que je raconte moi J'ai 27 ans. Ouais. Non mais c'est juste des jeunes pilotes qui aujourd'hui où je trouve qu'il y a nettement plus de responsabilités entre gérer également la question des réseaux sociaux et de la notoriété qui est nettement plus forte que par le passé. Je pense que ouais, depuis Ouais. le Covid, c'est devenu vachement plus pro la Ouais, F2 F3. Déjà 2021, c'est la. Drive to Survive a Ouais, mis en avant la ouais. Formule 1 mais a mis en avant également tous les jeunes Parce que pilotes. la F2 F3, je crois que c'est la première année où la F2 F3 sont tout le temps avec la F1, c'est 2021. Ouais. Parce qu'avant, la F2, ça allait sur des meetings au pif, la F3 aussi. Ouais. Ils faisaient un meeting ou deux dans l'année avec la F1, mais déjà ça, c'est un gros changement déjà. Ouais, non, c'est clair, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, voilà, bravo déjà pour jusqu'à là. Ouais, Notamment merci. quand on sait que, comme on a expliqué, entre la Freca et la F3, ça a été un moment très dur de pas savoir c'est si sûr, ça allait hein. continuer. Quoi. C'est sûr. Donc ouais. Pour terminer, le petit jeu. Alors, je t'ai pas Ouais. dit qu'est-ce que c'était le petit jeu. Mais, alors, je t'invite. Moi, j'ai mis en 1v1. Voilà, comme ça. On va se mettre comme ça. Et faut que tu me regardes. Ok. Comme ça. Le jeu s'appelle le push or lift. Le push or lift, c'est la tradition dans l'émission avec tous les invités. C'est un format un peu plus nettement plus chill où je te balance une série de questions sur la F1, parfois même un peu provocantes. Ok. Push si tu es d'accord et lift si tu lèves le pied. Donc t'es pas On est d'accord. pas d'accord. Ok, D'accord. plus sur lift. En gros, voilà. Donc il faut répondre vite. Il y a une dizaine de questions. Donc il faut aller vite. Ok. On développe pas du coup. On développe pas. Ok. Donc Très bien. c'est le jeu et attention à toi parce que tu peux avoir des problèmes. Allez, on va partir. 3, 2, 1. Push or lift. Max Verstappen est le meilleur pilote du monde. Push. Alessandro Giusti sera pilote de Formule 1. Push. Williams a l'une des meilleures académies jeunes pilotes du paddock. Push. Kimi Antonelli sera champion du monde de Formule 1. Pushy. 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 Ok, ça marche. Adjar sera vainqueur de Grand Prix en 2026. Push. Pierre Gasly peut ramener Alpine vers des victoires. Push. Max Verstappen est en train de devenir le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1. Push lift. Lewis Hamilton prendra sa retraite fin 2026. J'espère lift, mais Ouais. je sais pas. À voir la saison, je pense. On aura un Grand Prix de France d'ici 2030 en Formule 1. J'espère push. Ouais. Mercedes doit signer coûte que coûte Verstappen pour 2027. Hmm. Aïe aïe aïe. Aïe. Coup de lift. Lift, ok. Fernando Alonso est une légende de la Formule 1. Push. Ok. Un Grand Prix avec grille inversée. Lift. Lift. Un Grand Prix, hein. Ouais, un Grand Prix. une Non, course. lift. Non, lift. Ah ouais, ok.
Imposer 2 arrêts au stand obligatoires sur chaque Grand Prix en Formule 1. Lift. Ok. Ça fait y venir en 2026 en plus. Ouais, non, je sais pas, je trouve ça gâche la stratégie un peu. Ok. Le Grand Prix Monaco devrait avoir un contrat à vie en Formule 1. Push. J'ai un CDI là-bas, donc ça m'intéresse. C'est ça. Audi, qui arrivera donc en Formule 1 l'année prochaine, sera championne du monde de Formule 1. L'année prochaine? Non, pas l'année prochaine. Mais dans son histoire. Lift. Ok. Carlos Sainz est l'un des pilotes les plus intelligents de sa génération. Push. Max Verstappen est plus fort que Michael Schumacher. Push. Ah, c'est beau, c'est osé. Non, push. Bah, Jean-Louis Moncey, la semaine dernière, m'a dit oui. Push à ça aussi. Ouais, donc, push. ouais. Oli Berman sera le prochain pilote Ferrari champion du monde. Lift. Ok. Piastri va quitter McLaren à la fin de la prochaine saison 2026. Push. Oh, audacieux. La F1 devrait revenir à moins de 20 grands prix par saison. Push. Voilà. C'est beau. Ok, Parfait. très bien. Là, il y a eu des questions qui étaient un peu difficiles, mais... Non, ça va après. Il y a des questions, ouais, c'est juste. Hamilton, tu m'aurais dit 2027, j'aurais peut-être dit push. Non, moi, je peux te dire, par exemple, moi, Hamilton, après, je pense... tu m'as dit Verstappen sera le plus grand pilote de l'histoire, j'aurais fait l'un des plus grands, j'aurais peut-être dit push. Mais bon, tu sais que nous, on a eu beaucoup ce débat ici de est-ce qu'il n'est pas en train de devenir vraiment le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 tellement il est efficace. Après, moi, c'est l'efficacité qui est monstrueuse. Ouais. Après, là, on est un peu dans le culture du moment, donc. Peut-être aussi, je suis d'accord, ouais. Je sais pas. En fait, moi, j'aime pas dire qu'il y a un meilleur pilote de la F1 au total. Toutes les générations. Parce que chaque génération a eu son pilote et pour moi, faut pas les comparer. Quand si tu compares un Verstappen et un Fangio, tu mets Verstappen avec Fangio, bah il se fait détruire. Tu mets un Fangio avec Verstappen, il se fait détruire, mais par tout le monde, hein, même par un Latifi, je pense. Non, mais oui, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Les générations de voitures sont tellement différentes. T'avais même pas de virage, il y avait un mort tous les week-ends, c'était même pas des circuits. Puis pareil, si on prend des générations, je sais pas, 80, c'était pas du tout les mêmes techniques. Enfin, honnêtement, moi je dis qu'il faut faire plus 20 ans par 20 ans, quoi. Oui. Là, je pense que c'est une bonne analyse, les meilleurs pilotes, les Lewis, Max. Après, t'avais eu quoi? Schumacher, Senna, Prost. Ouais, dans cette période-là, ouais. Et même, tu vois, Prost, Lauda aussi à l'époque. Ouais, Lauda. Après, je trouve que les 70 c'était vraiment des années compactes où genre t'avais une année sur deux, t'avais des champions différents. Ouais, c'est clair. En tout cas, on verra. En tout cas, bonne analyse. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce principe. On va dire que les grands, moi je pars sur du Fangio, Prost, Senna, Schumacher, Vettel. J'allais dire Vettel. Tu sais, Vettel, il y a un débat. Alonso, tu vois, pour moi, je le rentre pas là-dedans. Non. Mais... même s'il mérite, mais. Tu vois, Alonso, moi, je dis souvent, ce n'est pas une légende de la Formule 1, par contre, c'est une légende du sport auto. Parce que en sport auto, Mans, Dakar, je suis d'accord, l'Indy 500 aussi qui n'a pas gagné, mais il a une panoplie de réussite dans le sport auto. En Formule 1, malheureusement, il y a 2 titres de champion du monde, c'est exceptionnel, bien sûr, et c'est immense. Il aurait mérité sans doute plus Fernando Alonso. Je pense. Mais de là à dire légende de la Formule 1, il y a débat. C'est possible, mais. Je sais pas. C'est vrai. Donc, bon. Je dirais ça. Bah écoute, merci. Je sais pas combien de temps ça a duré le rec, l'enregistrement, mais je pense qu'on a été complet. Et donc immense merci. Bon courage à toi pour la suite, pour la saison 2026. Plein de bonheur. Qu'est-ce qu'on peut, on souhaite juste de gagner, quoi. Bah en gros, c'est ça. J'ai gagné Monaco accessoirement aussi, t'avais pas parlé, mais. Ouais, mais Monaco, on a parlé de Monaco, mais c'est vrai que pour gagner Monaco, c'est le graal absolu. Hein. Donc, Lando Norris qui a quand même gagné Monaco cette année. Moi, je l'avais, du coup, j'étais tout proche du podium. Et mis aux larmes quand même. Tu vois, à gagner Monaco, même en dehors de la F1, ça peut. Moi je trouve qu'il y en a qui sont assez durs avec lui aussi, si on reparle un peu de la saison. Assez dur de Norris parce que le mec gagne avec Monaco, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas une question de voiture simplement, hein, c'est une question de pilotage, de réussite. Monaco, faut y aller, quoi. Puis voilà. Il y en a qui sont un peu durs avec lui. Ouais, très clairement, je suis d'accord avec toi. Le néon s'éteint, ça veut dire donc que l'émission faut se terminer. Parfait. Il n'y a plus de batterie, bon timing. Merci beaucoup à toi, Alessandro. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bon courage pour la suite de cette saison 2026 qui va arriver dans quelques jours, dans quelques longs mois même d'ailleurs. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. C'était un pur plaisir de l'avoir fait, ce premier hors-série avec un pilote. J'espère qu'il y en aura d'autres, on l'espère, bien sûr. Et on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était la dernière émission
émission de 2025. Donc joyeux Noël à vous, bon nouvel an aussi également, et on se retrouve très très vite en 2026. Merci beaucoup à Emotion, merci beaucoup à Acast, et merci beaucoup à vous sur la chaîne YouTube en termes d'abonnés, et également sur les plateformes de podcast, bien sûr les amis. Ciao ciao les amis, ciao ciao, et on se dit très vite en 2026.